j'étais venu un peu au même point où j'aimais pas la business que j'avais. J'étais venu à m'en foutre des clients que j'accompagnais. C'est là que j'ai vécu ma pire misère en soi, c'est dans le MLM, parce que j'ai explosé ma cote de crédit. Mon char, il allait se faire reprendre par les huissiers. Dans les voyages, on était 6 dans la même chambre d'hôtel parce qu'on savait pas comment la payer sinon. Puis, je me rappelle d'être en voyage, d'avoir aucune idée comment j'allais faire pour me nourrir pendant ce jour. Parce que j'avais juste assez d'argent pour le transport. Tu as réussi à passer de 400 000 de ventes en 2019 à 3 400 000 en 2021. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview Entrepreneur 2.0. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Joël. Salut Joël. Yo! Quel plaisir de t'accueillir avec nous sur le podcast aujourd'hui. Alors, comment te présenter? On pourrait parler du Lamborghini Orange, d'un funnel trophy à 1 million plus. On pourrait parler de centaines de milliers de personnes que tu accompagnes, que tu aides à vendre leur coaching, leur service. On pourrait parler de groupe Facebook avec plus de 10 000 personnes qui suivent au quotidien tout ça. Mais avant tout, qui es-tu? C'était quoi ton rêve de gosse, toi, Joël? Tu poses une bonne question au début. Rêve de gosse. Je voulais être, je l'ai dit quelques fois dans mon audience, mais pas énormément. Initialement, je voulais être médecin. Par côté selfish, je voulais une belle vie. Donc, avoir un succès. Ça représentait genre l'argent, L'argent, le succès, la reconnaissance. Puis quand tu viens pas d'un milieu d'entrepreneur, ben, tu regardes c'est quoi la meilleure carrière qui t'apporte ça. Puis pour moi, ben, c'était médecin. Donc, initialement, je voulais être médecin, chirurgien en fait. Parce que j'avais réalisé que médecin, tu travaillais beaucoup pour peu. Puis j'ai dit chirurgien quand tu as cherché la spécification, mais tu pouvais être privé, plastique. Donc, je voulais ça. Je voulais vivre sous les palmiers et être chirurgien plastique. Tu voulais faire du cash, quoi, assez tôt. Oh, exact. Yes. Ça a toujours fait partie de mes ambitions du moment que j'ai pu avoir une conscience. Là. Avoir du succès a fait partie de ce que je voulais. Raconte-nous un petit peu, justement, c'est quoi le contexte familial dans lequel tu grandis, toi? Papa, maman, les études, la famille, ça ressemble à quoi? Cool. Quand, pour t'expliquer, je pense que la raison pourquoi je voulais autant réussir dans la vie, c'est que quand j'étais jeune, j'étais gros. OK. Effectivement, là, j'étais en surplus de poids, puis quand même assez pour que tu sois le plus gros de ton école. OK. Puis la seule façon pour moi de cope avec ça, j'ai pas l'expression en français, là, c'était de devenir vraiment drôle, mais aussi de me faire une ambition en mode, peut-être que je suis gros, mais je vais être important. OK. Fait que t'as dit tantôt que tu voulais qu'on sorte les trucs un peu plus noirs, whatever, mais ça a été ça initialement mon driver. C'était, tu sais quoi, mais je veux être important. Bon, avec l'école, plus j'ai grandi, plus j'ai perdu de poids en fait. Mais cet ancrage-là est resté dans ma tête que je voulais faire quelque chose d'important pour moi dans ma vie. Puis comme je t'ai dit tantôt, ma famille, classe moyenne, donc les deux travaillent dans des emplois normaux, 40 heures semaine. On n'a jamais manqué de nourriture, on avait un toit sur notre tête, mais les extras étaient... il n'y en avait pas énormément, les extras, en fait. Fait que, comme beaucoup de gens, c'est trop cher, pas tout de suite. Donc, les envies n'étaient pas comblées sur ce point-là. Mais sinon, j'ai pas manqué de nourriture et d'amour. Tu te souviens d'un moment qui a été un peu marquant pour toi où tu t'es dit I'm gonna make it? De ce moment-là où tu avais envie justement d'avoir du pouvoir, d'avoir de l'impact, de rattraper un peu de ce Joël gros, on va dire, qui se faisait peut-être bully ou qui était un peu... Ouais. J'ai eu plein de moments qui m'ont comme réactivé ça, mais je me rappelle une chose, ça, j'en ai jamais parlé à personne. Sauf peut-être un ami dans le passé. Quand j'étais gros, justement, j'étais à l'école primaire, il y a quelqu'un qui arrêtait pas de me poke. Il me tannait, là. Il me niaisait, il me pesait sur le ventre ou peu importe, là, tout pour me déranger. Là. Puis à un moment donné, je me suis fâché, puis je dis arrête, puis il était un peu impulsif, il m'a sauté au cou. Donc il m'a comme pris au cou comme ça, mais il était en arrière de moi parce que moi j'étais grand et gros. Fait que lui il était tout petit. Fait que c'était comme un peu un singe qui me traînait par le cou, que je traînais par le cou. Puis je me suis rendu voir la superviseure, la personne qui regardait pour que les enfants ne sont pas en train de s'arracher la tête. Puis elle pensait que c'est moi qui avais parti ça parce que j'étais le plus massif, le plus gros. balèze. Plus balèze, exact. Puis c'était vraiment pas moi. Puis je me suis rappelé à ce moment-là, j'ai dit, tu sais quoi, comme I'm gonna make it. I'll be someone. Puis j'étais jeune. Fait que est-ce que c'était ça dans ma tête? Je pense que ça est devenu à être ça, mais
ça a été un élément déclencheur, of course. Intéressant. On voit aujourd'hui, en tout cas moi c'est comme ça que je suis vu à découvrir Joël. Ouais. Euh, un TikTok, un Reels, au moment où vous regardez cette vidéo, peu importe, un format court là, qui a fait le buzz en 2022. 2018, Nothing. 2019, 400 000 dollars canadiens, dollars US. On Canadien. parle en quelle monnaie? Canadien. En Canadien, 400 000 Canadiens. 2020, 2 700 000 Canadiens. 2021, 3 400 000. Pour tous les racistes européens ou US, ok, c'est des dollars canadiens, mais quand même, il y a eu cette growth incroyable, une ascension sur le marché du coaching service Ouais. francophone et une super belle vidéo avec une Lamborghini orange, le rêve de beaucoup de petits enfants qui couraient en culotte courte. Mais avant d'arriver à ce business de très profitable qui marche bien, c'est cool. Et Ouais. tu vas nous en parler dans un deuxième temps parce que il paraît, j'ai entendu dire que tu as énormément de choses à apporter sur l'acquisition de trafic, sur la conversion, sur comment justement réussir à se faire connaître en tant que coach, en tant que consultant. Et on va en parler dans une deuxième partie de cette interview. J'aimerais revenir un peu dans, justement, qu'est-ce qui se passe avant. On trouve très peu de contenu de toi dans lequel justement, tu nous racontes en fait un peu ton parcours. Tu as fait un peu d'MLM, tu as Mhm. commencé un peu là-dedans, tu as Ouais. été salarié, tu as eu Ouais. un business of dropshipping qui a commencé à partir, tu as commencé le consulting, mais revenons un peu en détail sur ces différentes étapes. Yes. Là, on a compris que petit, tu as faim, tu as envie de réussir, tu as envie d'avoir un peu ta revanche finalement. Qu'est-ce qui va se passer entre deux jusqu'au lancement d'un business en MLM? Tu sais, tu as dit tantôt qu'on voit pas beaucoup ça sur moi, puis il y a une raison aussi. Je suis un peu éloigné de cette réalité-là. Plus que ma vie a changé, moins j'ai de la facilité à connecter avec l'ancien Joël, puis Mhm. ce qu'il vivait à ce moment-là. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter d'en parler sur les médias sociaux. Bon, quand on fait des interviews comme ça ne me dérange pas d'y retourner, mais en soi, le story post de I was broke and now I'm rich, Mhm. tanné de le faire, vraiment, donc j'ai arrêté. Pour faire une longue histoire courte, je suis allé à l'école, ma jeunesse, je voulais être médecin jusqu'au jour où je me fais inviter dans une salle, le typique MLM. Je me fais inviter dans une salle, je me fais proposer une opportunité d'affaires, puis pour moi, c'était mind-blowing. J'étais, quoi? C'est possible, le monde de l'entrepreneuriat, puis c'est accessible. Tu sais, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, je connais pas d'entrepreneurs, je voulais être médecin. On met dans une salle où ce que tout le monde s'applaudit d'avoir des ambitions. Et comment tu arrives dans S'applaudit. cette salle, tiens? Parce qu'on est tous à un moment donné Ouais. assis dans une salle et on se fait pitcher un truc MLM, mais comment toi tu arrives dans cette salle? Euh, C'est qui cet être humain c'était qui pas, te c'est fait aller dans cette salle? quelqu'un qui me suivait sur les médias sociaux back then, mais tu sais, les médias n'étaient pas ce que c'est aujourd'hui dans le monde du web. Mhm. Euh, il m'envoie un message, il me disait hey, tu fais quoi ce soir? J'ai une opportunité d'affaires à te présenter. Puis depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps comme j'achetais des trucs, je les revendais. Tu sais, c'était pas du dropshipping, mais kind of physique, sur les plateformes de black market, ces trucs comme ça. Fait que j'étais ouvert, je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais aller voir, j'aime l'ambition, le succès. Donc, si tu me parles d'une opportunité à faire, je vais y aller. Puis, je me rappelle, il est venu me chercher. Il y avait une vieille Honda tout rouillée. Puis je pense que c'est typique de quand tu te fais inviter dans des trucs de VLM. Une vieille Honda tout rouillée, on va à Montréal, qui est environ à 45 minutes de où j'habitais. Et je rentre dans la salle et c'est là que je vois 500, 600 personnes assises avec des Ah ouais, c'était un présentateurs. big event en plus, quoi. C'était pas le Ouais, petit truc de non, c'était pas quartier, une petite quoi. réunion de maison, c'était vraiment un big event. Il faisait ça chaque semaine, donc tout le monde invitait les mêmes personnes au même bureau. Fait que ça faisait un environnement vraiment bénéfique. Puis ben, c'est là que j'ai juste à te présenter l'opportunité. Puis que ben, pour la première À fois, quel âge à ce moment-là? j'avais 18 ans. Ouais, à 18 T'étais ans. plutôt bon élève, toi, t'étais plutôt studieux. C'était quoi ton profil? J'étais bon à l'école, mais j'ai toujours été le garçon, le gars qui allait se mettre ami avec les professeurs. Comme ça, même si je disais des conneries ou je faisais de la merde, mais le professeur, il avait de la latitude avec moi. Il était comme ah, ok, Joël, arrête, tu me suis, versus l'autre qui faisait la même chose puis qui était comme sorti de l'école ou de la classe. Parce que Hmm. j'avais des bonnes notes, parce que j'étais ami avec les profs. Donc, j'étais ce type Ok. d'étudiant-là. À ce moment-là, du coup, tu découvres le MLM, mind-blowing, tu décides de signer, tu démarres cette aventure? Mind-blowing. On rentre avec des gens qui font des revenus hallucinants. À l'époque, tu as 18 ans, puis ton temps plein est 1500 par mois. Là. Fait que tu entends des gens dire
Ça fait 2 mois que je suis là, je fais 5 000, je fais 10 000, je fais 25 000 par mois. Puis là, tu vois le big shot à la fin qui rentre parce qu'il se faisait présenter sur le vidéo initialement. Il met sa montre, il rentre dans son char, il sort de sa maison. Puis là, t'es comme. Ah, il arrive sur le stage, puis tout le monde l'applaudit. Là. Puis là, tu te sens là, comme. Ouais, je veux devenir cette personne qui se fait applaudir sur un stage qui a ce succès-là. Donc, ça m'a marqué à ever. J'étais comme, c'est sûr, je Tu l'ai m'étonnes. fait. Fait que finalement, j'ai joint l'opportunité, mais j'étais revenu à la maison puis je voulais décanter. Fait que souvent, c'est drôle, tu veux le faire maintenant, laisse-moi décanter. J'ai décanté ça pendant quelques heures. Après ça, j'ai re-rencontré la personne qui m'a invité, puis j'ai dit, regarde, je vais le faire. Voici, je le paye. J'ai amené une enveloppe avec de l'argent cash dedans. Mais j'ai dit, la seule chose que je te demande, c'est que personne ne sait que je fais ça. Parce que je savais l'opinion que les gens avaient contre le MLM. Quand Ok. j'étais là, j'ai réalisé c'était Au quoi. Canada, contrairement par exemple à la France, c'est comment? Ah, c'est pas bien C'est vu. quand même plus développé, mais c'est quand Non, même mal vu. C'est comment? je pense que c'est moins développé qu'en France. Je pense que vous avez beaucoup Ah plus ouais? d'MLM qu'on a au Québec. Mais ça reste quand même vu comme une pyramide, si vous parlez de la majorité des gens. Là. Donc, je savais que socialement, c'était pas accepté. Donc, je voulais pas que mes amis sachent que je faisais ça puis qu'ils me dissuadent. Mhm. J'étais comme, je vais le faire, mais je veux pas que tu en parles à personne. Je veux pas que personne le sait. C'était quoi? Est-ce que tu allais vendre des tupperwares, des culottes pour femmes, des Non, non, régimes? non. ACN, fait que je pense que vous l'avez aussi en France, là, c'était Ah ouais, ouais, ouais. Authentication Network, là, des services de télécom. Là. Fait que c'est ça qui est arrivé. Mais finalement, j'ai pas tenu ma promesse parce que j'ai été des top performers dès le premier mois. J'ai recruté 16 représentants. C'était jamais vu pour l'équipe. Quelqu'un qui rentre comme ça, pas d'expérience, qui recrute autant de gens. Puis après ça, ben, j'ai commencé à vraiment m'attitrer. Je fais ACN avec un drapeau. Là. Fait que là, les gens, ils l'ont su finalement. Là. Ok, donc tu te mets vraiment à fond dans le truc, tu vas pas à moitié, tu développes tes compétences de vendeur et tu recrutes dès le début beaucoup de Dès le gens. début, je fais le bonus. Deuxième mois, je reçois un paycheck. C'est 3 500 $ canadiens que je reçois. Puis je suis comme, wow, je viens de faire plus que mon professeur au cégep. Tu sais, au Mhm. Québec, on a le cégep, là, on a l'école secondaire, après ça, on a le cégep avant l'université, l'entre-deux. Moi, j'étais au cégep à l'époque, quand je faisais ACN. Puis c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, wow, on peut faire plus d'argent sans aller à l'école. Je pense que D'ailleurs, sur ton LinkedIn, ça s'arrête au cégep, ça veut dire quoi? T'es pas allé à l'université? non, je suis pas allé à l'université. En fait, j'ai même pas terminé le cégep. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, ben, mais toi, à 18 ans, tu fais quelques centaines par mois, puis on donne 3500 comme ça dans une nouvelle opportunité. Tu réalises que tes professeurs font moins ça. Ça m'a vraiment développé la niaque. J'étais comme, sky's is the limit. Je m'en vais là, je défonce tout. Puis, j'ai lâché l'école. Fait que après quelques mois à le faire en dehors de l'école, je me suis dit, c'est quoi? Mais l'opportunité est vraiment mieux que l'école. Je voyais le pattern s'en venir. Là. J'avais peu d'intérêt d'être médecin parce que j'ai vu que ma seul intérêt d'être médecin, c'était pas la pratique en soi, c'était ce que ça l'apportait. Fait que si tu peux Ouais, changer gagner de des l'oseille, et puis là, il y avait un gars sur scène qui gagnait plus, et puis tu venais de exact. gagner Il me dit que 3500, ça fait donc 3 ans qu'il est là, puis moi je suis comme je fais 1 plus 1 égale 2, fuck l'école. Je vais là-dedans temps plein, fait que j'ai arrêté le cégep. Je me suis juste pas présenté à l'école le lendemain, puis ça s'est fini. comment réagit ta famille à ce moment-là? Déteste ça. Ça n'a vraiment pas été bien accepté. Pour eux, mes parents, ben, c'est la même chose. C'était aller chercher une bonne carrière pour avoir une belle vie. Mhm. Donc, réellement, ils ont tenté de me dissuader à multiples reprises de le faire par des conversations, par des petits crochets. Là. Ils me disaient des trucs pour me faire sentir comme si j'étais de merde. Mais Mhm. pas de mauvaise intention. Là. C'est juste, tu sais, quand tu sais pas, tu sais pas. Bah, Donc, t'as 18 ans, t'arrêtes l'école à pour 18 faire ans, de t'arrêtes l'MLM, l'école, oui. t'arrêtes de faire l'MLM, c'est comme, je comprends, ça vient de où ça. Mais j'avais pris la décision de c'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre le pouvoir de l'environnement. Parce que j'avais vu c'était quoi au Mhm. début dans l'MLM, puis je me suis dit, OK, mais si je veux une vie différente, il faut que je m'entoure de personnes différentes. Puis, veux pas, ACN, je sais pas pour toutes les autres MLM, mais ACN, il y avait vraiment une bonne culture de développement personnel. De Mhm. leadership, de lire des livres. C'est comme tu commençais déjà dans ce monde-là. Fait en dehors du MLM, comme apprendre le développement personnel n'est pas coutume. Tu me suis? Fait que c'est une Mhm. grosse industrie de ça. Donc, je commençais à comprendre le pouvoir de l'environnement. Tu deviens la personne, tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Puis, j'ai décidé de m'éloigner de mes parents et de ma famille pour aller me concentrer là-dessus parce que j'ai vu que l'environnement n'était pas bénéfique pour moi. Donc, pendant une bonne année et demie à faire ça, j'avais vraiment moins de lien avec ma famille. Et tu prends ton indépendance, du coup, tu prends un appartement, tu te barres et tu vas à fond? Ou
On s'est ramassé 8 dans un condo. Dans un appartement à deux bedrooms. Donc, il y avait des matelas à terre dans le salon. Avec des mecs du MLM en mode Avec à des fond, mecs on y va, d'M&M quoi. à fond. Exact. Fait que j'ai vraiment eu une belle expérience là-dessus. Ça doit être vraiment, Je faisais ça pas devait être d'argent. cool. Je faisais pas d'argent parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est après avoir eu le chèque, le meeting hebdo la semaine d'après, ils ont annoncé qu'ils changeaient le plan de rémunération. Mais moi, je venais de lâcher l'école. Puis, mais t'es tellement rincé, veux pas, que c'est la voix que j'étais comme, c'est pas grave, on va le faire. Mais c'est en sorte que tu faisais vraiment comme, avant tu faisais 100%, là tu fais 30%. Fait que tu travailles 3 fois plus pour la même chose dans le fond. Donc, après ça, c'est pour ça qu'on était 8 dans un appartement. Là. Yes. Mais j'ai vécu vraiment du bon temps, c'était nice. On fumait de la chicha, de la hookah. On faisait des meetings le soir, on présentait l'entreprise, on parlait de vision, d'auto, d'ambition. C'était vraiment un bon moment de ma vie, ça. Je le C'était une regrette bonne pas. école, ouais, pour le Ouais, business, tout 100%. ça. Oui, parce que, ben, tu sais, comment j'ai réussi à être en mesure à parler aux gens, à les influencer, mais l'MLM, tout le monde a eu ça. Puis si tu voulais performer, il fallait que tu sois en mesure de présenter l'offre à Hmm. des inconnus. Donc, moi, c'est là que ça m'a formé, ça, être en mesure de présenter l'offre à des gens que je connais pas. Là. Donc, sortir de ma zone de confort, puis d'être en mesure de faire des trucs inconfortables. Ça a été dans l'MLM. Je faisais des rendez-vous le soir à minuit dans des cafés avec la seule chose que j'avais, c'est une feuille de papier pour présenter l'offre à un inconnu. Là. Donc, ben, pour réussir, tu n'avais pas le choix. Donc, c'est là que j'ai aiguisé mes skills. Et il n'y a pas un moment où tu te dis, allez, je vais reprendre l'école, je vais retourner dans la voie. J'ai Non, essayé, ça n'a pas marché, c'est parti en couille. non, parce que là-bas, ils disaient, tu sais quoi, mais même si ça te prend 10 ans, dans 10 ans, tu vas avoir cette réalité-là. Si tu fais un travail pendant 10 ans, tu vas te retrouver comment? Puis là, il te sort des statistiques. La majorité des gens qui ont des travails sont dans les dettes. Tu me suis? Fait que finalement, t'es comme, ouais, au pire, même si ça prend 10 ans. Fait que ton timeline est vraiment plus éloigné dans ce que tu es prête à sacrifier, dans le fond. Fait que ça a été vraiment ça. C'est souvent pour ça que les gens vont rester longtemps. Du moins, c'est pour ça que moi, je suis resté. D'un, il y a la famille. Tout ce que tu connais, c'est le réseau, l'MLM. Tout ce que tu connais, c'est tes amis qui sont dans l'MLM. Puis en plus, on dit c'est normal de travailler fort parce qu'au début, c'est ça l'expression. C'était tu travailles vraiment fort, tu travailles 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 fort. Puis là, il y a un stage, on dit ça sur un stage, puis là, t'es rincé. On travaille fort, puis là, il y a un chèque. Ton premier chèque est extraordinaire. Puis après ça, c'est on travaille fort, 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 il y a un chèque. Puis après ça, on travaille fort, on travaille fort, on travaille fort, il y a un chèque, il y a un chèque. Puis après ça, on travaille fort, il y a un chèque. Puis après ça, on travaille fort, il y a un chèque, 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 chèque. Puis après ça, on travaille fort, il y a un chèque, 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 chèque. Puis t'es comme, là, tu comprends l'aspect, genre, travaille jusqu'à temps d'avoir cette réalité-là où que tu travailles pas puis il y a des chèques qui rentrent. Fait que t'as-tu envie Hmm. de partir de ça? Non, parce que dans ta tête, t'es comme, il n'y avait rien d'autre. L'entrepreneuriat, il n'existait plus. Là. C'était le MLM, le meilleur véhicule au monde. La personne Hmm. qui avait une business traditionnelle, pauvre elle, t'as pas de levier, t'as pas de leverage. Mais en sortant du monde, je réalise que, mais quand tu étais là-dedans, je le voyais pas ça. Tu restes combien de temps dans 3 ans. cette vision, Donc, dans cette industrie MLM? 3 ans que j'étais vraiment pro MLM. J'ai fait un an et demi ancien. Après ça, j'ai fait une autre compagnie. Puis c'était un peu le même scénario, dans le fond. Je faisais plus d'argent, mais quand même, tu travailles 40-50 heures semaine à faire des présentations dans des cafés. Là, fait que c'est pas rentable là, à la fin. Mais ça m'a permis T'arrives à gagner combien? Quand 3-4 est-ce que 000 tu mettons, sors par un peu mois. de la misère et commencer à vivre de ton Ah, activité? 3-4 000 par mois. Pour vrai, c'est comme, check, même si tu fais 3-4 000 par mois là-dedans, tu réinvestis beaucoup dans les déplacements, tu réinvestis beaucoup dans les cafés, les restaurants et dans les conférences une fois ou 3 mois qui te coûtent environ 3-4 000. Parce ils te font venir dans des séminaires qui sont aux États-Unis. Toi, tu pars du Québec, donc le coût d'avion, l'hôtel, la bouffe. Fait que finalement, tu réinvestis une bonne somme en plus de juste être capable de couvrir ta nourriture. Donc, à la fin, Mhm. j'avais pas d'argent. Là. J'ai vécu, c'est là que j'ai vécu ma pire misère en soi, c'est dans le MLM parce que j'ai explosé ma cote de crédit, pas positivement. Là. J'ai tout. Mon char, il allait se faire reprendre par les huissiers. Dans les voyages, on était un peu le même principe qu'un appartement, on était 6 dans la même chambre d'hôtel parce qu'on ne savait pas comment la payer sinon. Puis je Hmm. me rappelle d'être en voyage et d'avoir aucune idée comment j'allais faire pour me nourrir pendant le séjour parce que j'avais juste assez Ça, d'argent pour le transport. c'est quand même une réalité du MLM de façon globale. Parce Ouais, que je pense que même oui. toi, déjà gagner 3 000 à 4 000 par mois C'est en bon. MLM, Ouais, c'est bon. c'est déjà l'élite, hein, le top de la compagnie. Ouais. Et en plus de ça, effectivement, bah en fait, c'est pas tant que ça. Parce que, alors en France, typiquement, 3 000 à 4 000, t'enlèves les impôts, t'enlèves les taxes, t'enlèves les C'est rien. machins, t'enlèves les C'est rien. déplacements. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Fait que tu sais, C'est ce que j'ai gagné en aptitude que je me suis développé. c'est ça.
C'est là que Par contre, tu as dû apprendre le marketing pour vendre des événements, tu as dû apprendre le marketing, tu as ben, dû apprendre le comment closing, tu as dû promouvoir, apprendre. comment développer une équipe, comment closer. Tu sais, dans MLM, j'étais vraiment bon parce que réellement, je passais du temps avec quelqu'un, il prenait mon offre. D'un, Hmm. parce que j'étais tellement certain que c'était la meilleure chose au monde. Donc, c'était facile pour moi en être convaincu. Donc, j'ai appris comment présenter les opportunités, j'ai appris comment parler aux inconnus. Donc, c'était ça. Après tu as passé au travers de ton marché chaud à toi, ben, Mhm. la seule chose qui te reste, c'est des inconnus. Donc, je suis devenu bon à présenter l'opportunité. Quand est-ce que tu décides d'arrêter? 3 ans après, j'ai rencontré ma femme actuelle, Roxy. Je l'ai rencontrée dans l'MLM. Elle faisait la même MLM que moi, mais était dans une autre équipe. Puis ça la donne qu'on venait du même coin, la même ville. On a commencé à se fréquenter, à être ensemble. Puis elle venait d'avoir un enfant. Donc quand je l'ai rencontrée, Lyndon avait 3 mois. Puis elle m'a donné un ultimatum. Elle m'a dit, tu sais quoi, je sais que le soir, tu reviens à minuit, tu fumes le chicha, tu vas dans des restos, dans des bars, tu vis le high life dans un penthouse avec ton ami qui a une Lamborghini puis tout ça, parce que j'avais un ami qui réussissait vraiment haut dans la MLM. Je pense pour ça aussi qu'il Mhm. restait aussi longtemps. Il avait vraiment du succès, il faisait peut-être un 30 000 mensuel, il avait la Lamborghini puis tout ça. Fait que, Tu l'avais autour de toi, ouais, vraiment proche. ouais, c'était un de mes meilleurs amis. Puis encore aujourd'hui, j'ai montré comment bâtir sa business de coaching. Puis aujourd'hui, comme il fait juste ça. Donc, Hmm. euh, À ce moment-là, quand est-ce que tu le rencontres, ce mec-là? Et quand est-ce que tu crées une relation qui est proche? dans la deuxième compagnie. Fait que la première compagnie était là, il était dedans, mais on n'avait pas une proche relation parce qu'il était vraiment loin. Il était à Québec, nous on était à Montréal. Fait que c'est 3 ans et demi. Mhm. C'est un peu comme, je sais pas, Lyon, Paris, whatever. Mhm. Puis quand dans la deuxième compagnie, mais c'est lui qui avait starté la compagnie au Canada. Elle existait déjà, mais c'est comme lui qui a emmené Ouais, le il a pris projet genre un rôle de de directeur leader. national, quoi. C'est ça, il a emmené le projet ici. Donc, lui, il était ami avec mon meilleur ami. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître. Fait que j'ai vécu chez lui pendant longtemps. Donc, il m'a aidé énormément. J'ai dormi sur son divan. Donc, j'ai passé d'être 4 dans un appartement à être 3 dans un penthouse. C'est pas super. Hey, Je dormais quand même sur le divan, mais dans un penthouse. Tu me sais? c'est avec un mec qui roulait dans une grosse bagnole. Il roulait dans une grosse bagnole. Fait que c'est ça. Fait qu'elle m'a donné un ultimatum, elle m'a dit soit t'arrêtes, soit tu vas chercher une vraie job, puis comme tu te reprends en main parce qu'en ce moment tu te penses riche, mais t'es broke as fuck. Ou je te laisse parce que moi j'ai besoin d'un homme dans ma vie, quelqu'un qui est responsable. Puis j'avais tellement d'amour avec elle que j'ai décidé de lâcher le réseau, le MLM pour aller me retrouver un emploi. Deux questions par rapport à ça. Première question, à quel point avoir un mec qui a ce que tu veux dans ta vie à côté de toi continue de te driver, t'aide à avancer, t'aide à avoir la vision, t'aide à changer d'état d'esprit, t'aide à comprendre ce qu'il faut faire pour y arriver. C'est-à-dire aujourd'hui ou comment ça m'a aidé? Les deux, Les deux. comment ça t'a aidé et le fait d'en avoir Ben, au quotidien, tu vois, peu importe tes projets finalement. je crois énormément encore que l'environnement est plus fort que l'individu. Ça prend Hmm. moins willpower, du moins, pour arriver là. Fait que être entouré de personnes qui ont les mêmes ambitions, qui sont plus avancées au même niveau, mais qui t'amènent à t'élever vers le haut, je trouve que c'est la meilleure chose que tu peux avoir parce que ça te crée des nouveaux désirs. Fait que à l'époque, quand j'étais avec cette personne-là, avec le Lambo, ben, je connaissais quelqu'un qui avait une Lamborghini. Tu sais, dans la vie, comme qui tu connais qui a une Lamborghini proche? C'est ça? Les personnes, tu me suis, c'est juste les gens comme l'élite, là, tu me suis, les gens sont loin. Là. Moi, c'était mon ami, je dormais sur son divan. Là. La Lamborghini était dans le garage. Fait que pour moi, c'était aïe, j'ai une proximité avec quelqu'un comme ça. Ça se peut aussi pour lui parce que ben, je sais qui est comme personne. Il y a l'entrepreneur, mais l'humain. Fait que ça m'a énormément aidé à voir qu'est-ce qui était possible. Quand je suis parti de l'environnement, je pense que ça a été ce qui a été le plus difficile. C'est que je me suis retrouvé Hmm. tout seul, puis dans un environnement de personnes qui avaient de l'ambition. Donc, j'ai fait une dépression pendant 6 mois, 8 mois, où j'avais vraiment plus d'ambition. J'étais plus en mesure de discuter avec des gens. Donc, Bah, tu te dis, est-ce que c'était worth it, quoi? Est-ce que ma blonde valait le coup? ben, je me disais, est-ce que je vais retrouver quelque chose d'autre? Ça a été vraiment ça. Est-ce que j'ai lost the only deal that I had? Puis ça a été ça pendant 6 mois. Donc, j'avais discuté à parler aux gens. Mon allocution était de la merde. Fait que, exemple, l'Europe m'aurait vu dans ce temps-là et rien comprendre. Je manquais des déterminants dans mes phrases. Donc, Hmm. je parlais même pas québécois. Je parlais en gens qui a un problème dans ses neurones qui s'est passé. Là. Fait que j'ai eu ça pendant 6 mois, mais j'ai rebâti ma confiance avec le temps, puis l'ambition a toujours resté là, mais j'ai vécu une période difficile par rapport à ça. Elle s'est endormie puis J'ai réveillée, endormi, quoi. puis elle s'est réveillée, là. Ouais, Comme quand on passe dans une phase un peu dark, ouais. où on se perd, ou
peut-être même Ouais, parfois, ce on qui n'a m'a plus aidé, c'est envie, que tu vois? C'est ce qui peut-être m'a ça aidé, c'est aussi. que l'envie, ouais, exact, qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Tu sais, maintenant, tu Mmh. retournes pas à l'école, tu veux pas être médecin, mais tu fais plus d'MLM. Fait que qu'est-ce qui se passe devant toi? Puis je pense que chaque humain va. Je l'ai vécu récemment aussi, ce truc-là. Fait que, tu sais, tantôt, on parlait au début que tu veux aussi le croquant. J'ai beaucoup de croquants. Je pense que quand tu arrêtes de voir c'est quoi la suite, ça devient vraiment mélangeant pour un humain parce que tu perds la passion puis la drive. Puis moi, à ce moment-là, pendant les 6 mois, je l'avais perdu. Mais il y avait tout le temps une petite voix en arrière de ma tête qui me disait, tu sais quoi, mais quand j'étais jeune, un des plaisirs que j'avais, c'était de lire sur des gens à succès, des biographies. J'allais voir sur Mmh. Internet, j'étais un gars de forum, j'allais voir des trucs. Puis j'ai vu que la majorité, il y avait un pattern qui se créait que la majorité des gens ont eu du succès, mais ils ont vécu de la merde. Ils ont juste Mmh. passé au travail la merde. Fait que moi, quand j'étais dans la merde, c'est pour ça que même aussi dans les réseaux, j'étais capable d'en prendre parce que j'étais comme, ça fait partie d'un chapitre dans mon livre. Je sais qu'il y a une Ça, suite. je te dis, ouais. C'est la même chose dans le 6 mois. Ouais, tu as fait une vidéo là-dessus que j'ai trouvé très, très, très juste, où tu partages le fait que quand tu es dans une situation compliquée, tu te dis, OK, c'est une seule page du livre, Ouais. il y a une suite, je suis en train d'écrire. J'ai fait une vidéo où je clôturais la vidéo en disant aux gens, euh, prends ton autobiographie et commence à écrire, tu vois. Et c'est ça, c'est juste une page de plus. Je crois Et énormément à ça. Tu effectivement. sais, à quel point un film ou un livre serait plate si ça serait comme tout s'est bien passé pour lui, fin. Hmm. Ce qui rend l'histoire le fun puis que tu veux connecter avec, c'est comprendre les hauts et les bas que la personne a eu. Parce que tu peux T'a- relativiser avec ta vie. T'avais envie d'avoir une vie qui ressemble à un film, à un livre? T'as envie d'avoir une vie extraordinaire? Oui, of course, of course. Quand, quand j'étais, je reviens souvent sur quand j'étais petit, là, mais une chose que j'ai pas dit initialement, c'est que j'ai voulu me lancer en médecine parce que je voulais être important également et être à succès. Mais avant ça, j'avais vu que pour être le chemin que tu vois normalement dans la classe moyenne, c'est d'être une célébrité. Fait que soit tu es un bon sportif, tu joues bien au foot ou tu deviens acteur, comédien. Dans ce temps-là, Instagram n'existait pas vraiment les influenceurs. Là. Fait que c'était une célébrité d'Hollywood, tu me suis, ou un grand sportif. J'étais pas bon dans les sports. Et j'avais aucun skills pour être comédien ou truc comme ça. Donc, Hmm. oui, j'ai tout le temps voulu avoir une vie où ce que les gens sont inspirés par ça. Et ça t'a inspiré toi-même? Of course. Parce que j'étais comme, Tu penses qu'on croit à ce truc qui se passe dans notre tête et ça nous booste? ah oui, oui, je crois que la meilleure chose que tu peux faire pour toi puis ton futur, c'est te brainwash. Je crois fortement que le brainwash, souvent, c'est utilisé d'une façon négative. C'est comme t'es brainwash. Tes amis disent t'es brainwash, mais moi, je suis persuadé que tu peux te brainwash positivement pour transformer ta vie. Là. Tout ce que tu penses arrive. Donc, si tu changes tes pensées, ça l'arrive. Ça, je l'ai compris assez tôt dans ma vie. Là. Ta blonde te fait arrêter le MLM, tu Ouais. déménages du coup avec elle, petit bébé de 3 mois. Yeah. Elle aussi était dans le MLM, du coup j'imagine qu'il y a quand même Ah non. besoin de stabilité financière, émotionnelle dans tout ce nouveau foyer. Ouais. 6 mois de dépression dans le down. À un moment donné, tu te ressaisis. Pourquoi tu te ressaisis? Qu'est-ce qui te fait sortir du trou? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, le 6 mois de dépression, je ne l'ai pas passé à ne pas travailler. J'ai comme, dès qu'elle m'a donné l'ultimatum, la semaine d'après, j'appliquais avec des CV puis je suis retrouvé me trouver une job. Mais j'étais dans cette dépression-là à la job parce que je repassais de dire je disais à tous mes amis que j'allais être successful, que j'allais réussir. Puis je me retrouve Ouais. à gagner 10, 12, 15 dollars à vendre des outils dans un marché. Là. Fait que pour moi, c'était zéro. J'avais failed, tu me suis. Fait que c'est ce qui m'a Bah tenu oui. pendant 6 mois. Mais on a eu une période super difficile avec l'enfant, des histoires où que la seule nourriture qu'on pouvait se permettre, c'est pour lui. On pensait à lui en premier. Donc, nous, on mangeait les repas surgelés à 1 € ou 50 sous. Là. On a eu cette réalité-là. Mais elle avait lâché aussi la MLM un peu avant moi. Donc, elle avait commencé son entreprise, entrepreneur à l'époque. Donc, elle a commencé à faire de la consultation sur le branding. C'est elle qui m'a initié au web, en fait. Puis Intéressant. elle a commencé à avoir un super de bon succès parce qu'initialement, son audience, c'était les mamans qui voulaient faire des projets sur le web. Puis ça a été vraiment rapide au Québec. Donc, elle a pu. Ce qui est arrivé, en fait, après j'ai été là 1 an à ce job-là. 6 mois comme dépression. L'autre 6 mois, c'était comme yes, je planifie mon avenir. Donc là, j'augmentais mes skills. Je comprenais le web, c'était quoi, le marketing, Facebook, le dropshipping. Donc, pendant mes C'était pas trop utilisé à l'époque de ton MLM? Non, vous n'étiez pas formé au Non, marketing non, digital? c'était téléphone. Une liste de téléphone, puis t'appelais les gens. C'était pas vraiment marketing digital à l'époque. Aujourd'hui, c'est rendu vraiment ça, puis je pense que pour vrai, Hmm. t'es mieux de maîtriser ça que le reste, parce Bien que ça sûr. peut aller plus vite. Là. Mais non, c'était pas vraiment connu.
Fait que je me suis initié sur le web parce que j'avais vu un moment donné une publicité de quelqu'un qui faisait du dropshipping. Puis je me suis intéressé à Mhm. ça. Donc c'est là que j'ai commencé. Je travaillais à l'emploi. La chance que j'ai eue, c'est qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas d'achalandage dans le magasin. Puis j'avais un iMac d'Apple. Donc, des temps morts, je les utilisais à regarder des vidéos de formation, des vidéos YouTube gratuits. Je travaillais, je bâtissais ma boutique, j'allais voir sur AliExpress. Donc, j'appliquais qu'est-ce que j'apprenais en fait. Là. Donc, tu vois une pub passer qui te dit Hey, comment gagner 10 000 pièces par mois Hey, sans yes, rien faire? exact. Tu veux vendre ça pour. Tu veux acheter ça pour tel prix et vendre ça pour tel prix. On est en quelle année à ce moment-là où tu découvres le dropshipping? On est en 2018, 2017, Hmm. 2017, 2018. Là. Dans une période où, ce que pour vrai, il y avait de l'opportunité avec ça. Là. Les gens. Ah, c'était so easy à ce moment-là. C'était Ouais. ça. Personne ne savait c'était quoi. Personne ne savait faire de la pub Facebook. C'était le C'était le marketeur, c'était un marketeur canadien qui t'avait push, un marketeur américain. US, Chris Record. J'y ai parlé récemment, puis j'ai envoyé énormément d'amour parce que c'est lui qui m'a emmené dans le monde du web. Je trouvais ça extraordinaire. Hmm. Il y avait un brand avec du orange, donc c'est drôle parce que maintenant que j'y pense, l'orange est devenu une couleur vraiment importante pour moi. Hmm. J'ai vu une vidéo comme tout le monde, une pub Facebook ou une pub YouTube ou pas. Puis je me suis initié à ça, je trouvais ça cool. Puis j'ai fait mes dents là-dedans. Fait qu'en même temps que moi j'apprenais ça, le web, comment ça fonctionne, etc. Ma copine, elle avait sa propre entreprise, consultation, coaching pour le branding. Puis il est arrivé un moment où elle a pu me dire, tu sais quoi, je pense que je suis capable de subvenir à nos deux salaires, nos deux revenus, parce que le mien était pratiquement inexistant. Là. Quand tu gagnes 10-15 même si tu travailles 40 heures, c'est pas vraiment, ça pèse pas dans la balance. Puis elle m'a dit, tu sais quoi, je crois assez en toi, je pense qu'on va make it. Si tu veux quitter, vas-y. Elle m'a dit ça après un an. Fait que j'ai quitté l'emploi. Puis j'ai, Et je, tu t'es mis full time sur le je suis parti dropshipping, à quoi. mon compte. Je travaillais pour elle pour compenser des heures comme adjoint. Mais rapidement, après ça, par le fait qu'elle avait de la clientèle en marketing, puis que moi, je commençais à avoir des ventes en dropshipping, puis du knowledge, ben les gens sont commencé à me dire Hey, tu sais quoi, tu fais-tu du coaching? Fait que coaching à l'heure, consultation à l'heure, c'est comme ça que je suis rentré dans le monde. Puis assez vite, ben je faisais plus d'argent à faire ça que de travailler pour elle, donc elle m'a renvoyé. Elle a dit, c'est quoi? Méchamment. Non, non, elle a dit, elle a dit, c'est quoi? T'es pas un atout en ce moment pour ma business, puis je pense que je te fais juste une faveur de dire, comme, concentre-toi sur tes trucs. Puis ça a été là mon envol. Hmm. Pas mon succès, ça a été là mon envol sur le web. Parce qu'on parle quand même de 2018. Là. C'est quoi ta première vente au dropshipping? Bonne question. J'hésite entre deux choses. J'avais vu une pub à un moment donné passer en dropshipping qui était une laisse pour enfants. Je sais pas si tu l'as vu, là. C'est Mhm. comme tu tenais le bracelet. Ah, On dirait tu promenais un chien. ouais, Quand ouais, c'est bien pense, sûr. Ouais. c'est dommageable. Là. Mais c'était ça, puis ça marchait. Fait que je pense que ça a été ça, ma première vente à dropshipping. Ou, je sais pas si en Europe vous l'aviez vu, mais il y a eu une série qui s'est lancée en 2018 qui était 13 Reasons Why, comme l'histoire d'une Yep. adolescente qui Ouais, 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 la ouais, boule ouais. de feu, médias, etc. Ben moi, j'avais capitalisé là-dessus parce que je voyais que tout le monde en parlait. J'étais comme, OK, j'étais allé sourcer des produits, des covers de téléphone. Print on demand, des trucs comme ça, ouais. Kind of, mais c'était plus sur AliExpress. C'était pas encore Print on Demand à l'époque, mais Hmm. AliExpress, il avait compris que ça parlait, donc il avait sorti des covers de téléphone, iPhone, etc. Moi, je Ah, m'étais mis ouais, à ouais. vendre ça en It's free, you just have to pay shipping. Ouais, free Euh, plus shipping. yes, exact. Fait que ça a été ça mes premières ventes. Et du coup, tu as bien développé une marque de bracelets, c'est ça, les bracelets Anchors que tu as réussi à bien scaler, c'est ça? Là où j'ai fait le plus d'argent en dropshipping, ça n'a pas été sur mes propres boutiques personnellement. Ça a été quand je me suis lié à ma blonde qui avait le brand Momtrepreneur. Donc, j'ai eu les bienfaits d'avoir un brand qui pousse le dropshipping. Donc, souvent, qu'est-ce qui est le plus difficile en dropshipping? C'est pas sourcer le produit, c'est de le market puis de le vendre. Puis elle avait déjà un brand super fort. Donc, quand j'ai fait 1 + 1 = 2, j'ai créé une boutique Momtrepreneur avec des produits de elle, mais aussi des produits de dropshipping sous son brand. Puis là, on a eu énormément de succès. On était 50, 70, 100 000 mensuels qu'on a fait pendant quelques mois, le temps qu'on se ramasse avec toutes les plaintes. Euh, parce on vendait des couvertures Instagram. C'est ceux qui ont l'air trop confortables. Mhm. On les vendait sur le site. Ça marchait super bien. On en vendait énormément. On faisait peut-être 6-7 fois ce que ça nous coûtait. Mais finalement, quand les produits sont arrivés chez les gens, ils étaient vraiment plus petits que sur les photos. Un peu le comme Beaucoup plus petit. serviette de oui, serviette de Ouais. bain et des barbouillettes. L'échange, ça a Ouais. été ça. Donc, elle a décidé de mettre un stop à ça parce qu'elle voulait pas tâcher le brand entrepreneur quand on a vu la Mhm. qualité des produits. Là. Bonne expérience en tout cas. À ce moment-là, tu découvres la publicité Facebook. Ben oui, je découvre comment faire des pubs, comment choisir les audiences,
certaines bases du copywriting. Et ben, vu que le succès qu'on a eu avec mon entrepreneur, ben, comme je t'ai dit, initialement, les demandes de consultation ont rentré. Aussi, les demandes de coaching ont rentré. Est-ce que tu peux m'aider pour mon entreprise? Puis là, j'avais tous les styles d'entreprise possibles. J'en avais autant qui étaient des pignons sur rue, des entreprises traditionnelles, que des entreprises sur le web, de services, de produits, du e-commerce, des boutiques en ligne, des thérapeutes, des coachs. Donc, j'avais vraiment toutes les niches possibles. Donc, je faisais du coaching / consultation pour ces clients-là. Donc, j'avais différents packages. Il y en a qui c'était à l'heure, il y en a qui c'était du mentorat. Ça a été ça. À ce moment-là, on va dire que les salaires se set up, vous êtes en place et ça se passe bien pour vous. Ouais, là, on était capable de bien en vivre parce qu'elle faisait vraiment plus d'argent que moi à l'époque. Donc, on était bien, mais on n'était pas ultra riche, tu me suis. Si tu fais en consultation, coaching, tu fais, exemple, 5 000 de vente, 8 000 de vente, pas vraiment de système comme j'ai à l'époque, puis la pub t'apporte des clients, mais il t'en reste pas 8 000 dans les poches, tu me suis. Ouais. Donc, ça a été pas mal cette réalité-là que j'ai eue pendant une bonne année, d'avoir plein de types de clients différents. Puis, je m'appelais le concierge parce que je sentais vraiment que j'étais un concierge. J'étais pas maître dans rien, mais j'étais bon dans tout. J'étais venu. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai créé qu'est-ce que j'ai créé aujourd'hui? C'est j'étais venu au même point où j'aimais pas la business que j'avais. Mon Ok. horaire, je me levais le matin puis je regardais tous les coachings que j'avais, puis mon horaire était rempli de coaching 1 à 1 ou de consultation 1 à 1 ou d'appel 1 à 1. Fait comme j'avais aucun temps pour moi, tu sais. Puis je sais à un moment donné, si je veux continuer de grandir et aller chercher plus, je peux pas continuer de faire ce que je fais en ce moment. Puis j'étais venu à m'en foutre des clients que j'accompagnais. Je pense peut-être parce que la demande était là ou parce que whatever, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais j'ai décidé d'arrêter complètement ce que je faisais. Et du coup, tu décides de te focaliser sur les coachs, Ouais, consultants, prestataires de services. ouais. On est quoi? On est en 2019 à ce moment-là? 19, fait que fin 2018, je pense en plus que ma copine a fait une fausse couche à Noël. Je pense que c'est en 2018 qu'elle a fait. On décide d'aller. Ça a été une wild year. Ça a été une année wild. On décide d'aller au Costa Rica 3 semaines pour se ressourcer après la fausse couche. Moi qui est en dépression, qui veut arrêter de faire ça. Elle aussi est en reconversion parce qu'elle était tannée d'enseigner le branding pour des mamans. Donc, on a eu cette même cheminement-là en même temps. Puis ça a été au Costa Rica que elle m'a aidé énormément à me poser les bonnes questions parce qu'elle, elle faisait déjà cette évolution-là de qu'est-ce que je veux maintenant, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, à me poser des questions du style qu'est-ce que tu ferais si il n'y a rien qui est impossible? C'est quoi dans tous tes clients, lesquels que tu as aimé le plus aider? Puis c'est là que j'ai réalisé que mes gens qui avaient les plus de résultats puis que j'aimais le plus accompagner, c'était les coachs. Coach, prestataire, consultant, le monde qui offrait leur expertise en service. Donc, c'est là que j'ai décidé de créer quelque chose pour eux. Initialement, c'était pas qualité le programme que j'ai aujourd'hui. Il y avait plein d'idées. Là. J'étais sur la table d'ébauche. En fait, j'ai passé à ça que les guerriers du web, le groupe que tu as vu là, avec 12 000 personnes dedans, j'ai passé à ça que les guerriers du web soit un abonnement mensuel à 50 $ canadiens par mois pour apprendre tout sur le web. C'était ça mon plan initialement. Et finalement, du coup, tu l'as fait bifurquer. Effectivement, aujourd'hui, ton produit, c'est la méthode KLT, Know, Like, Trust. Tu es connu, spécialisé aujourd'hui, on va dire qu'en tout cas, ta vitrine, c'est pour les coachs, consultants, prestataires, passer le cap des 10 000 € par mois Ouais. et plus, growth. Tu parles de simplifier le système de vente pour parfois des systèmes trop compliqués avec des funnels de vente, Ouais. plein d'acquisitions, plein de lead magnets à droite, à gauche. Simplifier un système, mettre l'humain au centre et, et faire de freaking money tout en kiffant ce qu'on fait au quotidien. C'est un petit peu ce qui leur sort en tout cas. J'aimerais, juste avant de rentrer un peu plus sur tout ça, comprendre un peu, est-ce que c'est une opportunité de marché et de positionnement? Est-ce que c'est the big why? Oh, I feel it in my gut. Est-ce que c'est tout simplement un espèce de croisement de qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qui me plaît, tu vois? Comment est-ce que ça vient, ce positionnement-là? Ben, ce sera pas un ou l'autre, ça va être tout ça. Je Hmm. pense que l'opportunité, le positionnement, ça n'a pas été dans ma tête initialement. Possiblement, je me suis positionné à ce moment-là, mais c'était pas consciemment. Ce qui s'est produit, le Big Why, forcément, il était très présent. Parce qu'une des choses, c'est qu'elle m'a fait comme travail, elle m'a dit qu'est-ce que tu aimes le plus faire ou c'est où tu as eu des meilleurs moments dans ta vie, puis j'ai réalisé que c'était dans le MLM. Puis qu'est-ce que j'aimais, c'était de transmettre mon savoir à des gens qui répliquaient mon savoir. Puis c'est là que j'ai dit, wow, à qui je peux faire ça? Ben, les coachs.
aussi, parce que moi, j'ai passé à travers tout ça. J'ai eu un succès de coach consultant normal. Puis je suis venu à haïr la structure que j'avais parce que je ne pouvais pas continuer de grandir, parce que j'avais pas un accompagnement, j'en avais 10, j'avais tout ça. Fait que j'étais comme, c'est avec eux que je connecte le plus, c'est eux que je comprends le plus. Si j'avais une chose à faire aujourd'hui, c'est transformer le monde du coaching, de la consultation, parce que j'ai vu les envers du décor. J'ai vu un monde où ce que les gens semblent être, mais derrière, c'est très peu prometteur. J'ai vu un monde où les gens se font demander d'être des pro-marketeurs pour que ça réussisse. Puis, et c'est là que j'ai fait ma transition de marketeur que j'étais avant quand je faisais du coaching et de la consultation à business coach. Parce qu'aujourd'hui, je me considère comme un business coach. J'ai des skills dans le marketing, je suis né dans le marketing, mais aujourd'hui, ce qui a fait le gap entre le succès que j'ai aujourd'hui et qu'est-ce que j'avais avant, ça a été vraiment l'apprentissage de business. Comment est-ce que tu définirais l'apprentissage du business? La systémisation? Comment est-ce que tu définis ça? De comprendre les périodes de l'entreprise, les stages dans lesquels l'entreprise elle est rendue basée sur les ressources que tu as en face de toi. Je vais te donner l'exemple, quand tu es solopreneur, les gens pensent qu'ils peuvent faire énormément de trucs quand dans la réalité, du moins, c'est vraiment pas le cas. Donc, j'ai compris assez rapidement que la raison pourquoi très peu de coachs avaient du succès sur le web, c'était pas parce qu'ils étaient épais, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de talent, c'est parce qu'ils étaient englobés d'une tonne d'informations qui leur permettaient pas d'exécuter des choses assez longtemps pour que ça fonctionne. Fait que c'est là que j'ai commencé à comprendre, c'est quoi, OK, mais le jeu de la business, c'est d'être en mesure de bâtir des systèmes, mais pour bâtir un système, tu dois être vraiment bon à faire quelques éléments qui permettent ensuite que tu peux déployer des systèmes et des ressources comme bâtir une équipe. Fait que c'est là que j'ai compris le shortcut qui était un offre, un avatar, une façon de générer des appels / des leads, une façon de générer des clients, une plateforme, parce que je voyais les enjeux. Mais la majorité des gens qui ne réussissent pas, ils ont plein d'offres. Pas parce que ça ne fonctionne pas, plein d'offres, mais initialement, c'est dur de livrer toutes ces offres-là puis les pourvoir aussi. Plein de plateformes, mais c'est difficile quand tu n'as pas d'équipe d'être sur 8 plateformes. Tantôt, tu m'as dit, je suis sur TikTok, etc. Initialement, je ne sais pas sur ces plateformes-là. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, tu me suis, parce que je suis seul et j'ai 4 départements à faire rouler. La vente, le marketing, le service client, puis les finances. Comment tu veux que je fasse ça si dans chaque département, c'est un casse-tête? Ouais, bien sûr. Simplification du coup au maximum de la vision. Ouais. Et alors du coup, tu partages effectivement ce programme unique aujourd'hui, ou en tout cas unique en front pour les gens qui te découvrent. Ouais. La méthode KLT, Know, Like, Trust, avec une découverte, on va dire, avec, à mon avis, tu vas nous le confirmer, on va rentrer un peu plus en détail là-dedans. En acquisition de trafic, de la publicité payante, un groupe Facebook pour justement générer du like, commencer à générer du trust, créer des interactions, interagir, amener du contenu. Ce qui est très drôle, c'est que aujourd'hui, tu as un beau chiffre d'affaires et une belle croissance, très peu d'abonnés sur Instagram, très peu d'abonnés sur YouTube. Ouais. Par contre, 12 000 personnes effectivement dans ton groupe Facebook et énormément d'interactions. Toi, ton combat dans l'interaction, il est dans un groupe privé et non pas en public à essayer de faire un maximum de vues sur des vidéos. Donc, de ce que j'en ai compris, publicité payante, groupe Facebook, création de contenu, live, case study, étude de cas, formation, témoignage, closing téléphonique, programme à étiquette, accompagnement. Qu'est-ce que j'ai raté et à quoi ça ressemble et comment est-ce que tu as bâti tout ça? Regarde, comment je l'ai bâti, tu as compris que j'ai rapidement su simplifier tout le processus pour être en mesure moi-même d'agrandir, mais après ça, de l'enseigner à des gens. Aujourd'hui, on fait de la pub pour grossir notre communauté de clients potentiels. Mais initialement, je ne faisais pas de pub. Donc, c'était organique. Puis c'est aussi ce qu'on enseigne à la majorité de nos clients en qualité. Pour la simple raison que, une autre raison pourquoi souvent les gens n'ont pas de croissance, c'est qu'ils ne comprennent rien à la publicité Facebook. C'est comme ils doivent devenir des pros. Là, je ne parle pas des gens qui ont fait de la pub en 2018 où c'était super facile, tu cliquais sur un bouton puis ça fonctionnait. Aujourd'hui, Facebook est vraiment de la merde. La plateforme est vraiment complexe. C'est vraiment plus difficile. Le degré d'aptitude que ça demande pour être bon et le faire fonctionner est vraiment plus élevé. Fait que les gens ont. Cool. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est, et si tu n'avais pas besoin d'être un pro de la publicité Facebook, on va bâtir la business d'une façon parce qu'après ça, tu peux engager un pro de la pub Facebook. Donc aujourd'hui, on roule la pub, initialement non. Ensuite, oui, on a choisi le groupe parce que le groupe est juste un outil, dans le fond. Il y a plein de façons de bâtir des environnements
La seule chose que j'ai vue rapidement, c'est que le groupe allait avoir de la forte présence. Puis c'était une façon de continuer d'avoir de l'interaction avec tes gens dans un cercle fermé. C'est là que j'ai vu que c'était vraiment puissant parce que le mieux pour une entreprise serait d'avoir un salon, une salle, comme je l'ai vu dans MLM, mettre des gens dans un endroit, dans un environnement où ce que tu peux les aider, les conditionner à comprendre qu'est-ce que tu fais. Une liste courriel peut faire ça, un groupe Telegram peut faire ça, il y a plusieurs trucs. Par contre, tu n'as pas le même sentiment d'échange, et surtout une liste courriel, tu ne peux pas interagir avec chaque personne que tu vois, leur Mhm. profil personnel. Fait que je trouvais ça Donc, cool parce que l'objectif du groupe Facebook, c'est ça, c'est proximité. like, Ouais, trust, big time. échanger, connecter. Exact. Comment tu peux. La façon la plus simple pour toi de faire en sorte d'avoir des clients, c'est si tu es en mesure d'amener les gens à connecter avec qui tu es en premier et ensuite ils comprennent qu'est-ce que tu fais. Parce que sinon, c'est un combat de c'est qui semble avoir le meilleur produit ou qui semble avoir la meilleure offre. Donc, j'ai compris assez rapidement que ben, c'est facile d'attirer des gens qui te ressemblent et qui t'aiment et ensuite, ben, ils vont t'accorder davantage de valeur dans ce que tu offres, puis ils vont écouter davantage que si tu essaies en amont de dire voici pourquoi j'ai la meilleure offre au monde dans un marketing général. Fait que c'est pour ça que tu vois pas qu'est-ce que je fais en dehors de la communauté. C'est que mon but, c'est pas parce que sur toutes les plateformes, les gens ils comprennent. Le but, c'est de s'en servir comme trafic dans mon environnement principal, qui est là, qui est énormément bien rodé avec le contenu que je fais pour bâtir ce no like trust là. Et du coup, environnement privé, groupe Facebook, parce que plus d'engagement. Le côté private amène quelque chose en Privé, plus qu'on n'aurait pas sur. us versus them, c'est très très fort. Les gens ils veulent se connecter à un clan. Donc nous, notre clan, c'était on est contre ceux qui vous enseignent de fake sur le web ou genre d'avoir 10 000 likes mais zéro cash dans le compte de banque. Je me suis vraiment positionné comme ça parce que dans mon industrie, back then, tu sais, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont adopté ma mentalité. Ben, c'est normal, au nombre de clients qu'on a eu, etc. Je veux dire, je suis plus le seul à faire des groupes, mais j'ai été l'investigateur de ça. J'aurais été surpris si personne n'a commencé à en faire et à l'enseigner, mais back then, j'étais le seul. Ce qui était l'effigie, c'était soit de créer des livres, soit de participer à faire des stages, des conférences. Puis pas parce que c'est mal, mais il y avait deux gangs de coachs. Il y avait ceux qui faisaient ça, qui étaient acclamés comme des rois, mais que tu sais derrière les rideaux que la business, elle n'équivaut pas à leur branding personnel, tu me suis? Puis moi, je me suis positionné contre ça. Fait que ça a été l'élément de proximité que j'ai vraiment trippé du groupe Facebook, où j'étais en mesure de connecter sur un point de vue humain. Tu sais, quand j'avais de la coaching consultation, je voyais pas les gens comme des gens. Je voyais comme un means to end, tu me suis? Je voyais comme une nécessité, mais j'avais pas vraiment envie de parler à des gens. J'avais plus envie de générer des appels, comme je parle pas aux gens avant qu'ils deviennent mes clients. Fait que quand j'ai fait tout ce changement-là, j'ai été à l'inverse. Je vais connecter avec les gens, même s'ils ne sont pas avec mes clients. Je vais connecter du point de Ah, vue tu disais, je voyais les humain. gens même comme des numéros. Ouais, big time, big time. C'était ça. Fait que c'est pour ça qu'on enseigne aux clients d'arrêter de se mettre la main à la pâte, de connecter avec les gens, parce que ça simplifie vraiment tout le processus. Tu es capable de créer ces liens-là. En même temps, c'est le fun de connecter avec des gens quand c'est ton audience. Je parle pas de connecter avec tout le monde, je parle avec des gens qui veulent ce que tu veux, qui parlent ton langage. Ça, c'est nice. Et tu penses que justement la partie private group amène plus de ça, amène plus Ouais, de un, d'interaction, plus de ouais. proximité? Ben oui, juste du point de vue de data, Facebook pousse énormément les groupes Facebook, puis ça a fait partie de son plan depuis, je pense, les 2 dernières années. Dans très, très peu, Facebook va sûrement être une plateforme de micro-groupes plus que des profils personnels. Fait que si on le voit venir, Mhm. il se tourne vers ça. Ok. Mais à l'époque, je savais pas. Ouais, donc même en 2022, l'utilisation des groupes Facebook, c'est une opportunité pour toi? Oui, parce que Même plus que jamais, maybe? big time. Parce que la stratégie reste la même. Après ça, est-ce que ça se peut que le reach diminue ou ces trucs-là? Oui, mais l'aspect communauté exclusive pallie énormément, même s'il y a une baisse de reach que Facebook décide de faire. Ça me sécurise de savoir qu'ils s'en vont dans cette destination-là, de mettre davantage Hmm. d'emphase sur les groupes. Mais le plus important à comprendre d'un groupe, c'est que, comme j'ai dit tantôt, tu veux connecter avec des gens qui te ressemblent puis ton audience. Une page, un profil, tout ça, ben, tout le monde peut connecter avec toi. Fait que tu ne sais pas réellement si les gens sont ton audience puis des gens de qualité. Fait que si tu grossis ton groupe seulement avec des gens qui ont déjà été pré-triés en amont, ben, les personnes que tu sais qui écoutent ton contenu, c'est ta clientèle cible. Versus une page Facebook où c'est pas le cas, n'importe qui peut s'abonner. Fait que Facebook, lui, décide à qui il envoie ton contenu. Fait qu'imagine si 90% de ton audience, c'est pas ta clientèle cible, ben, tu vas travailler vraiment fort pour peu. Mais si 100% de ton audience est ta clientèle cible, ben même s'il monte juste à 20%, exemple, mais le 20% sont des gens qui doivent entendre ce que tu dis. Non, non, ça fait sens, ça fait sens. Ça me plaît. On l'avait déjà testé 2018 et j'avais eu effectivement aussi du succès sur les groupes Facebook. Effectivement, ce qui me fait peur, c'est un peu le reach. C'est un peu aussi que les gens délaissent Facebook de plus en plus, hein,
Mais on va dire qu'à mon avis, cette cible qui doit être plutôt quarantenaire, à mon avis, peut-être est encore très présente sur Facebook. En fonction de votre business, ça peut être plus ou moins pertinent, je crois. Ouais, je sais pas, personne peut nous dire l'avenir, mais tu sais, en ce moment, Facebook, quand tu deviens un mastodonte comme ça, c'est très difficile à détrôner. Fait qu'il y a souvent des plateformes qui Hmm. vont ressortir et qui vont prendre un peu de marché court terme, mais Facebook peut Hmm. les acheter assez facilement. Donc, de toute façon, c'est vraiment pas les mêmes utilisateurs qui vont utiliser, exemple, TikTok en ce moment, de l'heure. C'est C'est sûr. vraiment pas la même consommation de contenu. Personne va sur TikTok pour faire partie d'une communauté. Les gens, ils vont là pour se faire divertir. C'est Non. vraiment pas le même genre de trafic. Je pense réellement que le groupe est là pour rester. Je pense que des gens ont encore des profils personnels Facebook et ils vont en avoir encore pendant très longtemps. Mais est-ce que le marché va changer? Sûrement, mais pour l'instant, c'est encore une magnifique opportunité. Est-ce que c'est selon toi pas nécessaire, pas essentiel d'avoir gros profil YouTube, gros profil Instagram, beaucoup de followers? Pas nécessaire? Dépend dans quel stage de business tu es. Est-ce que c'est nécessaire pour faire des ventes? Non, je l'ai prouvé. L'entreprise que j'ai créée, je l'ai créée dans le secret, dans un sens. Parce que la seule chose que j'ai eue, c'est un groupe. Je n'étais pas présent sur Instagram, je n'étais pas présent sur TikTok, je n'étais pas présent sur YouTube. Je pense qu'il arrive un temps où être sur d'autres plateformes peut être bénéfique pour le côté branding, générer vraiment plus de trafic. Mais l'enjeu, c'est que je suis vraiment pragmatique. Fait que si c'est pas nécessaire, je le fais pas. Parce que si tu rajoutes des trucs qui sont pas nécessaires, tu complexifies qu'est-ce que tu as à faire. Typiquement de 0 à 1 million, no need. Besoin. 0 à 1 million, une plateforme, that's enough. T'as pas besoin de rien d'autre. T'as besoin d'un groupe Facebook. J'ai des clients aujourd'hui qui font 200 000 de plus par mois, 300 000 par mois. La seule chose qu'ils ont, c'est encore le groupe Facebook. Je pense que si tu veux te dépasser ça, là, ça va devenir intéressant d'aller chercher d'autres plateformes. Mais en gros, pour 99,9% de l'audience, qui même peut-être, c'est un dream, tu vois, de faire 1 million de chiffre d'affaires par an avec une activité de consulting. Euh, groupe Facebook, par contre, pardon, uniquement. Pas besoin de se faire chier à faire du contenu sur toutes les plateformes. Uniquement développer l'interaction sur le groupe Facebook. That's more than enough. Yes, exact. Tu as le système derrière pour le convertir, mais tu as bien simplifié qu'est-ce que c'est là. Bon, maintenant, rentrons quand même dans le vif et dans le cœur du sujet. Tu as réussi à passer de 400 000 de ventes en 2019 à 3 400 000 en 2021. Tu nous raconteras après les prédictions pour 2022, mais c'est une très belle croissance. Félicitations à toi pour les numbers. Thanks. Je crois, si je dis pas de bêtises, tu as déménagé aux États-Unis. Vous avez changé de lifestyle, upgrade un petit peu Yes. tout ça. Donc, c'est super cool. Raconte-nous, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à roder un système, roder ton système et à réussir à le scaler comme tu l'as scalé? Je suis devenu vraiment, je m'avais dit paranoïaque, mais peut-être je peux utiliser le mot focus sur qu'est-ce que j'ai dit tantôt, là, un offre, une plateforme, un avatar. Donc, qualité est devenu qualité parce que c'était juste qualité qu'il y avait dans ma tête. C'était comment je peux apporter encore plus de résultats avec qualité si je mets juste mon focus sur qualité. Il n'y a pas eu de est-ce que je crée d'autres offres parce qu'il y a de la demande dans le processus. Ça a juste été check. La demande va toujours être là, puis sinon, je suis capable de la créer, la demande. Donc, si j'ai quelque chose à faire, c'est que je vais faire en sorte que ce soit le meilleur programme ever. Puis de un, ça va m'aider parce que un programme qui fonctionne t'aide énormément à faire en sorte que ton marketing soit simple parce que les références, on a énormément de références, ça nous a aidé énormément, les histoires de succès, tout ça. Donc, mon focus a vraiment été de faire en sorte que le programme soit the best that it can be. Il est toujours en évolution. Et l'autre focus, c'était comment je peux acquérir le plus de clients pour cette offre-là. Donc, vraiment m'assurer de ramener ça le plus possible sur une base. Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour générer plus de clients? Puis de décortiquer. Ça a été quoi les grosses étapes, les gros steps? Première année, 400 000. Est-ce qu'il y a un ralentissement? Est-ce qu'il y a un plafond de verre? Est-ce qu'il y a un plafond de J'étais verre tout à seul, 1 en fait. million? Fait que la première année, j'étais tout seul. Donc, j'ai fait mon premier lancement avec qualité. On a eu 10-12 clients. J'étais tout seul à ce moment-là. Ensuite, j'ai commencé à générer des appels avec les gens sur le groupe et de comprendre le processus pour le faire. À ce moment-là, j'étais devenu Donc, là, tu as déjà le groupe Facebook. ouais, le Tu groupe mets est des déjà gens dans le là, groupe je mets des Facebook. gens dans le groupe. Initialement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un lancement pour qualité. Fait que quand j'ai créé qualité, le but était de montrer comment faire en sorte que les gens fassent des lancements kind of, mais qu'il y ait aussi le pouvoir d'avoir des demandes inbound avec le groupe par la suite. Fait que j'ai fait un lancement. Ensuite, ben, la cohorte était fermée. Fait que pendant 90 jours, j'ai accompagné les gens en mode fermé. J'accompagne pas personne d'autre. On a créé des Ouais. magnifiques histoires de succès.
Puis après ça, j'ai voulu passer du mode Evergreen. J'ai voulu continuer d'acquérir des clients en Evergreen, donc être en mesure de faire Open Enrollment, qu'on appelle. Puis c'est là que je me suis dit, OK, mais comment je peux faire pour générer des appels, générer des ventes à chaque jour, à chaque semaine, si ce n'est pas des phases de promotion ou de lancement. Donc c'est là que je suis venu à créer le processus pour être en mesure de remplir l'agenda d'opportunités avec des clients potentiels. Puis j'ai rapidement compris après ça que c'était une game de mathématiques. Fait que tu dis qu'est-ce qui a fait la différence entre le 400 et le 2.7? Ben, c'est les mathématiques. That's it. Parce que j'ai compris que check. Comme si ton processus est le même puis il fonctionne super bien, tu vas devenir tellement bon à le faire fonctionner puis de savoir qu'est-ce que tu as besoin de faire pour influencer la prochaine étape que tu vas aller atteindre tes objectifs. Fait que j'ai décortiqué combien de clients je veux par mois, combien d'appels ça me prend, c'est quoi notre taux de closing, combien d'actions doit être faites pour générer ce nombre d'appels-là. Puis j'ai vraiment laissé sur une base tellement protocolaire que c'était sûr qu'on allait l'avoir. Et donc, tu as fait un post là-dessus d'ailleurs. Combien de calls, combien de Ouais, leads, combien de c'était closes, vraiment ça combien qui a de... fait le big thing pour moi, c'est de comprendre que je suis un gars qui aime la prévisibilité. Une autre chose que j'ai voulu me battre contre en créant le groupe Les Guerriers du Web, c'est l'imprévisibilité d'une business de coaching quand que tu n'as pas de système pour générer des clients constants. Ouais, ou 90% des coachs aujourd'hui qui commencent à gagner, j'en ai eu une au téléphone il y a quelques jours, 2 000 à 3 000 euros par mois. Elle peut vivre de son activité. Elle commence à avoir ce plaisir, ce ressenti. Et là, elle sent que, fuck, ce mois-ci, là, j'ai pris des vacances, j'ai pas Ouais, bossé, exact. j'ai pas de money next month. Et là, la pression financière, la sécurité, les enfants, la maison, Ouais. merde, je vais devoir aller prendre un job. Ah! Les revenus yo-yo. Et c'est de ne pas avoir le système, quoi. De ne pas avoir le système qui drive le business en permanence. Tu n'as pas de système Ouais. constant qui fait. C'est comme toutes les. C'est que le monde du coaching a été bon à se cacher des autres mondes business. Là. On dirait que les gens qui sont rentrés sur le web ont oublié les principes de base d'une business que genre tu dois avoir la prévisibilité pour que ton entreprise fonctionne, sinon on appelle ça un hobby. Genre. Toutes les entreprises ont des systèmes pour générer des leads, générer des clients, puis comme ça se fait faire de façon constante pour arriver à un chiffre d'affaires. Le monde du coaching a un peu oublié ça. Peut-être parce qu'il y a des gens qui sont devenus des coachs qui étaient des artistes qui ne voulaient pas faire ça. Donc, il y a des gens qui ont commencé à Mhm. créer des opportunités pour eux. Pas besoin de parler à des gens, fait des ventes avec des pages de vente ou conversion. Ou, il y a plein de choses qui s'est passé. Mais ça a été vraiment ça le big gap entre 400 et 2.7. Ça a été de comprendre les mathématiques, mais après ça, de passer de solopreneur à CEO. Je n'ai pas fait l'année d'après en étant seul. J'ai commencé à me construire une équipe. Ça a été quoi les premiers recrutements importants? C'est pas un secret, je le dis à tout le monde, c'est d'engager des gens qui vont t'aider à générer les opportunités pour que la seule chose que tu as besoin de te focuser, c'est closer dans le fond, générer des clients. Puis ensuite, ben, quand tu peux plus prendre plus d'appels parce que tu es débordé, ben, tu engages des closers, des conseillers. Nous, on les appelle les conseillers, j'aime pas vraiment le terme closer, mais peu importe. Là. Ouais, non, c'est un peu agressif. Et Ouais. puis, c'est beaucoup utilisé en ce moment. J'aime mieux quelqu'un qui va conseiller la personne dans son meilleur intérêt que genre closer à tout prix. On a un processus vraiment où est-ce qu'il y en a des fois qui peuvent faillir ou des gens qui peuvent passer entre la craque dans nos processus? Of course, on n'est pas parfait. Mais le but est vraiment, si on peut aider la personne comme on la démarre, si on ne peut pas l'aider, tu la démarres pas. C'est pas le but, c'est pas de faire la vente à tout prix. Le but, c'est d'avoir un résultat avec la personne. Donc, on est vraiment sélectif dans notre processus. Fait que ça a été des conseillers. Puis ensuite, ben forcément, quand tu as plus de clients, ben, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus les supporter à moi seul. C'est quand tu as 5 clients, OK, tu es capable du seul, mais quand tu en as 10 qui rentrent à chaque mois, 20 qui rentrent à chaque mois, puis c'est pour 80 jours, ben rapidement, c'est là que j'ai emmené quelqu'un dans l'équipe du coaching. Puis ensuite, ben, l'histoire reste sensiblement la même chose. C'est juste plus de gens dans un département. Mhm. Plus de coachs, Tu as plus plus de de coachs, conseillers, plus de plus de closers. gens les opportunités ou plus de systèmes qui gèrent les opportunités. J'ai rencontré beaucoup d'infopreneurs francophones ou de coachs francophones qui ont des Ouais. business de vente de formation. Et il y en a beaucoup qui stagnent et qui commencent à coincer autour de 2 millions d'euros de ventes par an. Ouais. Et pour eux, la problématique première, c'est le turnover chez les closers et chez les commerciaux. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu et quels sont Ouais. les patchs que tu as réussi à fixer si tu l'as vécu? Je pense que j'ai été vraiment bon avec ma culture d'équipe de montrer que la mission était une mission pour tout le monde et non juste pour moi. Je pense que j'ai su m'entourer aussi des bonnes personnes qui venaient pas juste pour leur propre gloire personnelle, mais participer à la mission. Ce qui a fait en sorte que non, j'ai pas un gros turnover dans aucun de mes postes. Les 7 heures, kind of, ça a été là où il y a eu mon plus de turnover dans tout. Parce que c'est souvent un poste qui est plus difficile, mais les autres, je te dirais, j'en ai pas eu énormément. J'en ai eu, of course. Aujourd'hui, on a une quinzaine de membres dans l'équipe, on a déjà été une vingtaine, donc ça laisse. Il y en a qui quittent, il y en a qui Mhm. viennent. Mais la majorité des gens sont là depuis le début, donc j'ai pas eu cet enjeu-là. Mais après ça, je suis prête à tout.
Quand tu as des systèmes, puis quand ta business est vraiment solide, le turnover ne devrait pas te faire peur parce que tu es capable rapidement de réembaucher quelqu'un, remplacer Mhm. quelqu'un, tu as des processus en place. Fait que, c'est arrivé, puis on n'a pas été atteint avec ça. Là. Ça n'a pas été une raison de non-croissance. Là. Comment tu rémunères tes closers aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont fixe plus com only? Commonly, D'ailleurs, est-ce que tu mets des contrats? Est-ce que c'est des employés ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en freelance et qui travaillent avec toi en parallèle? Comment ça marche? non, je suis vraiment pas un passionné de contrat. Donc, j'haïs ça, en fait. Donc, c'est des freelance. Ils travaillent à leur compte, dans le fond. Je sais pas c'est quoi le terme en France. Mais Ouais, c'est ça, ouais. Indépendant, quoi. des indépendants, exactement. Fait Tu que, as quand même des gens qui sont liés à la structure, que ce soit par contrat, par engagement, peu importe quelle que soit la forme. j'ai vraiment pas bâti ça comme des business traditionnels. Je Hmm. sais qu'en France, vous êtes fort sur les contrats, surtout les business traditionnels, des contrats de travail, des trucs comme ça. Au Québec, ça se fait moins. Personnellement, moi, j'ai pas ça dans l'équation. Là. Fait qu'il n'y a pas de contrat écrit avec aucune personne qui travaille avec moi. Cool. Si tu as à partir, tu pars. Si tu restes, tu restes. Là. Est-ce que tu as recruté un COO, un espèce de directeur qui bosse avec toi au quotidien, qui t'aide vraiment à tenir la baraque? Not yet. Parce que j'ai pas eu le besoin, parce que ma structure est tellement bonne que ça me demande pas énormément de temps à runner. Donc, je pense que je me suis acheté du temps avant d'emmener quelqu'un qui gère les opérations, qui est plus demandé quand tes opérations sont un peu plus un mess. Mais j'ai su emmener des têtes de chaque département, donc des têtes de vente. Et donc, c'est quoi? C'est que les gens le responsable, on va dire, du département closing, le responsable marketing, le responsable coaching, ils sont solides? Tu as réussi à recruter des personnes Vraiment solides à solide, ces exact. postes-là? Exact. La majorité d'entre eux ont grandi avec nous, donc ils ont évolué Hmm. à ce poste-là, mais je suis bon à trouver les bonnes personnes également. Mais comme c'est conscient, mais aussi inconscient, je pense que tellement mon expérience de vie m'amène à savoir qui est un bon deal, qui n'est pas un bon deal, avec qui on peut aller à la guerre. C'est pour moi, la loyauté, c'est quelque chose de non discutable. Je suis hyper loyal avec tout le monde quand tu es loyal avec moi. Fait que pour moi, la loyauté, c'est quelque chose que je suis capable de sentir. Donc forcément, si tu viens pour la seule raison que c'est financier ou pour ta gloire personnelle, ben on s'en fout un peu de la mission. Mais quand tu viens. Comment tu vas réussir justement à recruter, à sentir, à ressentir cette loyauté, cette vision? Ben, tu sais, une question vraiment de base que tu peux demander aux gens qui veulent venir avec toi qui s'appelle pourquoi tu es parti de l'ancienne place? Moi, je pense que c'est la réponse la plus de valeur que tu peux avoir parce que la personne va te dire explicitement qu'est-ce qu'elle recherche, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle est partie. Puis, la grande majorité du temps, juste avec ça, tu as une bonne idée du style de personne qui est en face de toi. Ok, cool. Ça a été quoi le... Tu disais que tu as réussi à insuffler une vraie vision à tes équipes, la mission. C'est quoi le meilleur process, on va dire, de management d'équipe, de développement d'équipe que tu as pu mettre en place? Ouais. Est-ce que justement, tu as réussi à t'inspirer vraiment de ce milieu du MLM pour amener des choses dans la gestion d'équipe un peu plus conventionnelle de business qu'on pourrait avoir aujourd'hui? Ou pas du tout? Hum, Oui et non. Je pense que ça a été de la nouveauté pour moi. L'aspect reconnaissance est là, mais c'est pas de la reconnaissance genre on te met sur un spotlight, sur un stage, puis on t'acclame. C'est pas ce genre de reconnaissance-là, mais je donne beaucoup de leadership et de responsabilité avec ceux avec qui je travaille. Parce que j'ai compris assez rapidement que ça n'a pas besoin d'être fait comme moi. Puis tu es capable de faire confiance aux gens. Parce que si tu veux grandir, tu as Ok. réellement besoin de faire confiance aux gens. Donc, une chose qui est sûre, euh, si je ne fais pas confiance à quelqu'un, je ne l'embauche pas. Point barre. Tu sais, il n'y a pas de. À travers le processus, ouais, je sais pas si je peux y faire confiance, mais pourquoi tu l'as embauché en premier lieu? Genre? Tu le savais, ça. Tu es capable de savoir sinon tu peux faire confiance à quelqu'un. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que mon motus. Donc, definitely trust your guts, quoi. Tu, Big tu, time. tu, Fait que tu ça, sais j'ai de la difficulté à dire, genre, check, voici le protocole. On a un protocole vraiment bon pour recruter n'importe qui, là, avec les questions, les formulaires, processus, tout. Mais il y a beaucoup de ça qui vient au gut feeling. Puis j'ai réussi à transmettre le gut feeling avec mes leaders. Donc aujourd'hui, c'est plus juste mon gut feeling, c'est leur gut feeling. Je crois énormément à l'énergie spirituelle, ces trucs-là. Donc, Mhm. yes. Fait que mon motus operantus, je sais pas exactement c'est quoi le terme. Operandi. Ouais, mon protocole est vraiment simple. C'est tout ce que, vu que tu es seul initialement, tu veux faire tout toi-même de la façon la plus simple possible. Puis ensuite, tu peux emmener quelqu'un qui est déjà dans un environnement où c'est facile de produire et d'exécuter des tâches.
Puis ce que ça fait, c'est que ça bâtit de la confiance chez la personne qui va prendre en leadership. Puis ensuite, ben, elle va pouvoir créer, innover basé sur ce leadership-là. Donc, c'est ce que j'ai fait avec tous mes départements, que ce soit le marketing, la vente, le coaching. Aujourd'hui, mes leaders ont carte blanche pour faire ce qu'ils veulent. Et ils savent comment je pense, mais sont capables aussi de penser comme eux. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi à déléguer? L'objectif, c'est vraiment de décortiquer, hein, effectivement, l'entreprise, l'industrie, de comprendre à chaque étape comment tu as réussi à amener cette Le croissance. close, je pense que La vente, le closing. Ouais. l'appel de présentation, là, ça a été mon plus challengeant à Est-ce que déléguer. tu étais bon? J'étais bon, 100%. Je pense que c'est facile d'être bon avec mon système. Pour vrai, parce que tu n'as pas besoin d'être un énorme. Puis c'est une des autres raisons pourquoi j'aime ce que je fais, c'est que ça diminue le degré de skills nécessaire pour que ça fonctionne. Parce que il y a du travail qui est fait en amont. Donc, quand la personne arrive en face de toi, tu as déjà du trust, de la confiance. Donc, elle ne magasine pas un coach. Elle te suit. Tu penses vraiment que ton système, il est fait pour tout le monde? Il n'y a aucun système qui est fait pour tout le monde. Après ça, est-ce que mon système est accessible au plus de gens possible? Oui, Bonne réponse, c'est pas 100%. mal. J'ai bien répondu, right? Non, non, non. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais pas. Ouais, Dans tous les cas, on pourrait y amener 8 milliards de réponses, exact. mais L'important, enfin, c'est que de comprendre que ton but, si tu veux que des clients aient des résultats et qu'ils exécutent ce que tu fais, il faut que tu rendes ça le plus simple possible pour eux. Parce que le plus c'est complexe, le moins il y a de gens qui vont le faire. Puis ça, c'est vrai dans n'importe quelle 100%. tactique technique. Fait que Ouais. le closing a été plus difficile à déléguer parce que quand on est seul à présenter l'offre et qu'on a toute la business, on a l'impression que si c'est pas nous, ça ne va pas, Hmm. ça ne va pas s'inscrire. Puis il faut pas que ce soit trop pushy, il faut pas que ce Exact, c'est ça. soit, tu Pour vois. moi, la personne va sentir que c'est un vendeur qui est au bout du fil et tout ça. Puis Hmm. ça a été le plus dur à déléguer, le plus stressant. Parce que d'une part, c'est la génération de ton revenu provient de là. Mhm. Et de deux, ben, tu veux pas que ça tâche ton brand nécessairement. Deux questions par rapport à ça. Comment est-ce qu'on lit l'envie de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, et en même temps l'envie de faire quelque chose de cool et vraiment d'aider les coachs entrepreneurs à, à- à avancer dans leur business, tu vois? Comment est-ce qu'on allie argent et spiritualité? Comment est-ce que toi, tu as trouvé ton équilibre là-dedans? Euh, Aussi fou que ça peut paraître, j'ai pas lancé qualité d'un point de vue revenu. J'ai certainement pas pensé que c'est ça qui allait me faire générer mon premier million. Ça a été, I want to make a dent in the industry. Je veux brasser l'industrie du coaching. J'ai envie d'être cette personne-là qui plante son drapeau puis qui disturbe qu'est-ce qui se produit en ce moment. Puis je considère que je l'ai fait. Fait initialement, c'était vraiment ça. L'argent est venu comme un byproduct de l'impact. Ouais, comme un résultat naturel, une Une conséquence, conséquence quoi. d'être cette personne-là pour une industrie. Je veux dire, si tu Hmm. rentres dans une industrie et t'es le mouton noir, là, parce que j'ai été ce mouton noir-là, là, qui parlait d'argent, qui pointait du doigt les gens qui avaient des milliers de followers, mais aucun résultat, puis tout ça. Fait que je me suis pas mis chummy avec tout le monde. La preuve, tu m'as dit tantôt, j'ai pas fait énormément d'interviews. J'en ai fait un autre à part toi. C'est comme, pour moi, les interviews, Hmm. c'était comme, no need, I do my shit. Donc, Hmm. je me suis ouvert à ça. J'ai grandi depuis 2019. Mais ça a été. Sur quel. On était où avec ça? Là? C'est une excellente question. Ce que je disais, ouais, mission et impact. Ça a été vraiment ça. J'ai créé KLT pour. Ouais, spiritualité and money. J'ai créé Comment KLT intégrer tout ça? pour de l'impact. Tu sais, c'est ça, man. L'impact. Comment est-ce que toi, tu as trouvé ta paix dans le petit Joël qui a envie de I want to make an impact, I want to be successful, I want money, et à un moment donné de OK, I can have all of that, mais qu'est-ce que je crée? Comment est-ce que je trouve cet entre-deux de non, là on close pas, on n'a pas besoin, Ouais. il faut d'abord aider. Tu vois ce que je veux dire? Ce curseur, parfois compliqué à trouver. Où il y en a qui sont trop dans l'aide, tu vois, et qui gagnent pas une thune, et d'autres qui sont trop dans la vente et qui parfois. Ben, c'est parce que le truc que j'ai compris, c'est que il y a une raison pourquoi il y a des subs populaires. Puis c'est parce que les gens se font entretenir dans cette réalité-là d'environnement de subpopulaire. Donc, pour moi, l'engagement financier est un des engagements les plus forts que tu peux faire, surtout au début de l'entreprise, parce que ça représente beaucoup de valeur pour toi. Donc, forcément, si tu t'engages Mhm. financièrement, tu vas exécuter.
La preuve, plus le produit est moins cher, moins les gens le font, plus c'est cher, plus qu'ils le font. Parce qu'ils tiennent, ils veulent pas avoir perdu cet argent-là. Donc, quand j'ai compris que comme c'était bénéfique pour la personne de l'inscrire, j'ai pu faire la paix avec collecter de l'argent. Parce que j'étais comme, ça fait partie du processus. C'est pas la finalité du processus, c'est le début du processus. C'est juste un engagement. C'est le meilleur engagement qu'elle peut faire. Parce que ses paroles sont une chose, l'engagement financier, c'est mettre l'argent où ce que tes paroles vont. Puis vu que ça a Put your énorme... money where your mouth is, Exact. Vu right? que ça a énormément de valeur pour les gens, l'argent initialement, ben ça dit beaucoup sur qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la paix, mais tu sais, initialement, c'était vraiment pas pour faire des millions. C'était je veux changer l'industrie, je veux transformer l'industrie. Forcément, ben, l'argent a apparu, puis j'ai pris goût à ça pour mon style de vie puis faire plus, mais ça n'a jamais été. Je me suis acheté mes bébelles à travers le processus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les trucs que je ne peux pas m'acheter sur Amazon, je l'ai fait. Les trucs que je ne peux pas m'acheter, j'ai eu mes autos exotiques. La Lamborghini, ça n'a pas été la première auto. La R8, ça a été ma première auto. Fait que je l'ai faite, mais pendant 2 ans, mon style de vie n'avait pas vraiment changé. J'ai resté avec le même style de vie que j'avais principalement quand j'ai créé Qualité. Fait que je vivais dans le même appart. Bon, c'était une mini-maison, là. Qui me coûtait vraiment pas beaucoup par mois. J'avais la même voiture, donc mon entreprise grandissait, mais je voulais pas grandir mon style de vie avec ça. Pas parce que j'avais peur, c'était juste pour moi, c'était pas utile. C'était pas un envie que j'avais à ce moment-là. C'était pas le focus, Non, quoi. vraiment pas. Ouais. C'était créer ça. Après ça, après 2 ans, là, j'étais comme, OK, je vais me récompenser. Je vais aller m'acheter mes trucs d'enfants, des autos de course, des maisons, des ci, des ça. Mais ça a pris un bon bout de temps avant que je fasse ça. Est-ce que c'est OK de faire du marketing bling-bling, Tu veux dire, genre, faire des vidéos avec une Lamborghini? par exemple? Qu'est-ce qui m'a inspiré à me lancer sur le web, c'est de voir les possibilités. That's it. Fait que pour moi, ce que Le mec sur scène, la exact, Rolex, les les trucs. possibilités, est-ce que je considère aujourd'hui qu'une Lamborghini c'est important? Vraiment pas. J'ai autant de fun avec une trottinette électrique que ma Lamborghini. Est-ce que j'aime me promener en Lamborghini? Of course, c'est vraiment une voiture exceptionnelle. Mais en soi, ce n'est pas le matériel aujourd'hui qui m'excite. Ça m'a déjà excité. J'ai grandi à vouloir du matériel. Quand je l'ai eu, j'ai compris que that wasn't really the big deal. Mais il fallait que je le comprenne. Mais oui, je considère que n'importe quoi qui peut être bon pour inspirer les gens peut être bon dans ton marketing. J'aime beaucoup le marketing d'inspiration, puis je crois que si personne n'en parle parce que tout le monde garde ça tabou, les gens ne sauront pas qu'est-ce qui est possible. Puis moi, j'ai réussi à grandir, j'ai réussi à faire mon nom dans l'industrie parce que initialement, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui faisait de l'argent avec du dropshipping. Parce que j'ai vu des gars comme Sam Ovens dominer une industrie en anglais, puis qui parlaient de les chiffres. Puis pour moi, ça n'a jamais été « Oh my God, il parle de chiffres ». C'était « Wow, c'est possible ». Si personne n'en parle, comment tu peux savoir que c'est possible? La majorité des gens veulent voir pour le croire. Veulent l'entendre pour le croire. Comment est-ce que tu fais pour, tu sais, le taux de passage à l'action, le taux de following des courses, des accompagnements, c'est médiocre. C'est moins de 5%, moins d'1% de gens qui vont au bout, qui passent à l'action, qui utilisent les méthodes. Comment est-ce que tu fais, toi, pour que les gens aillent au bout de la méthode KLT, pour qu'on ait des vrais success stories, et même qu'en termes de proportion, parce que quand on fait beaucoup de clients comme tu le fais, Ouais. malheureusement, quand on était 12, les 12 premiers là, des coups de pied au cul, tu leur as mis, des appels, tu leur as fait, et j'imagine très bien ce que tu as pu mettre. Quand tu as 500, 1000 personnes dans un programme, c'est beaucoup plus compliqué de continuer à avoir ce relais. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as réussi à faire pour que ça fonctionne? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a deux façons de voir ça, puis il y a deux choses qui sont importantes. Pour le taux de succès d'un programme, c'est beaucoup basé sur le type de gens que tu acceptes dans ton programme. Donc, en amont, c'est qui t'accueille dans ton programme. Parce qu'acquérir des gens, c'est vraiment simple. Je veux dire, vendre, c'est facile. Vendre, c'est facile. Tu dis aux gens qu'est-ce qu'ils veulent entendre, ils vont l'acheter ton programme. Maintenant, le plus difficile, c'est de dire non à une vente parce que la personne n'est pas un fit à ton accompagnement. Puis ce que j'ai compris, c'est vraiment ça. Nous, on a un standard de clients qu'on sait qui sont bénéfiques ou non dans le programme. Si on considère que la personne ne va pas exécuter basé sur comment elle est comme personne, basé sur ses intentions, sa vision, ses objectifs, ses comportements, parce qu'on est capable de voir ça sur les appels en amont. Une des raisons aussi pourquoi j'aime avoir des contacts appels avec notre équipe, c'est que quand la personne achète sur une page de vente, tu ne sais pas son degré d'implication. Bien sûr. Tu n'as aucune idée. Ça l'a aidé fortement à faire en sorte qu'on ait un bon taux de succès avec Qualité. Et de l'autre côté, mais le fait que ce qu'on enseigne est pas à pas,
Je fonctionne vraiment comme ça, comme personne. Donc, je veux savoir, je veux le plan. Mais après ça, tu me dis qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que je fais après. Fait que je pense que ça l'a aidé énormément parce que les gens avaient. Il n'y avait pas besoin de réfléchir. Les gens exécutent, vivent les résultats et réfléchissent après. Puis ce que ça l'a fait comme processus, ben, ça l'a amené à ce que les gens voyaient les résultats beaucoup plus vite. Donc, il n'y avait pas à worry pour rien. Il était rapidement dans l'action, avoir des micro-wins. Je pense que des choses qui sont les plus importantes que tu peux avoir pour un accompagnement, c'est d'un, avoir une roadmap vraiment précise. Tu amènes les gens où? C'est où ta promesse? Ils partent de où? Puis qu'est-ce qu'ils font demain, la semaine prochaine, dans un mois? Ils devraient être rendus où? D'avoir vraiment ça, c'est la clé. Ensuite, ben, est-ce que tu les mets dans un environnement où quotidiennement, ils sont entourés de ce que tu fais? Ou c'est plus le genre, ils te parlent une fois par semaine? C'est pour ça qu'on a un environnement aussi privé avec nos clients, parce que si tu veux grandir, c'est beaucoup plus facile de le faire si pendant 90 jours, tu es dans un environnement de croissance. La fameuse salle que j'ai dit dans l'MLM, cet environnement-là vaut de l'or. Donc, avoir un environnement de clients qui est engagé, des personnes qui s'inspirent, des personnes qui partagent, des personnes qui s'aident, est super bénéfique. Et ensuite, ben forcément, on a des structures aujourd'hui de coaching avec l'équipe de coach qu'on a où on voit qu'est-ce que le système ne voit pas, exemple, parce qu'on a des humains derrière. Qu'est-ce qui t'inspire? Qui est-ce qui t'inspire? Et qu'est-ce qui t'inspire peut-être aussi dans l'univers de justement coaching, consulting, des marketeurs, on va dire, qui aident les coachs à grandir? La, Qui dans la l'industrie personne qui m'inspire, euh, ouais, la personne ou peut-être les systèmes, les mécanismes, tout quoi. ben, tu sais, j'aime énormément, forcément, l'aspect générer les appels, croître avec ça. C'est quelque chose qui est super encore ancré dans ma tête. Je pense que c'est du Mmh. moins la meilleure chose pour faire avoir de la prévisibilité. Puis sinon, le reste, c'est en lien avec de la pub. C'est souvent moins prévisible ou du moins c'est plus complexe à faire fonctionner. En termes de personnes, j'ai eu tellement de mentors dans ma vie, direct ou indirect, que on passerait la journée à en t'en parler, mais je peux t'en nommer une couple. Tantôt, je t'ai dit Sam Owens. J'ai adoré comment Sam amenait ses processus parce que je fonctionne aussi comme ça avec mon cerveau. Tu sais, généralement, les appels pour faire des ventes, ben, c'est pas venu de moi, ça. Je pense que c'est sûrement même pas venu de Sam à la base. J'ai Bien entendu ça sûr, quelque part, c'était comme, c'est vieux comme monde, là. Dans le monde traditionnel, ben, c'est ça que tu fais. Tu génères des bien rendez-vous puis tu sûr. présentes ton offre. Lui, il a emmené ça dans le monde du coaching, puis je trouvais ça vraiment nice. Fait que ça a été là où j'ai commencé à faire 1 + 1 = 2. Communauté Facebook, mais à l'époque, j'avais vu quelqu'un qui avait une communauté Facebook dans le marché anglais, puis lui, il l'utilisait pour vendre ses produits Low Ticket. Il y avait des masterclass à 40 euros, ben, pas en euros, en USD, là, 40 USD, 50 USD, puis il s'en servait pour vendre ça. Moi, je me suis dit, tu sais quoi, si j'étais en mesure de générer des appels avec un groupe, tout ce que je sais aujourd'hui a été un complément, un combiné de tout ce que j'ai appris dans mon passé, puis de faire mes erreurs, mes tests, d'apprendre, d'ajuster, de modifier à ma sauce. Mais je te dirais que Sam Owens, Taylor Welch aussi, c'est quelqu'un qui m'a aidé énormément de Traffic and Funnel. Donc, mes Mmh. grandes inspirations vont être ces gens-là. Great. Et beh, écoute, une petite question derrière sur, un peu, l'avenir, l'évolution de l'industrie. Quelques petites questions que j'ai appelées, flash, où tu vas répondre très rapidement ensuite. Good. Puis je pense qu'on pourra te laisser là-dessus. Je pense que c'est déjà très, très complet, et ça nous permet vraiment de comprendre un peu mieux comment tu t'es construit, ce que tu as réussi, à faire et ce que tu crées aujourd'hui avec, KLT. Du coup, selon toi, hem, comment est-ce que va évoluer le marketing, la vente autour du consulting coaching pour les 6 prochains mois, pour les prochaines années? Il y a beaucoup de mouvements. La publicité sur les réseaux sociaux bouge beaucoup, les coûts d'acquisition explosent, les cookies, c'est compliqué à traquer. Donc il y a un renouveau Ouais. là-dessus, de nouvelles plateformes qui émergent, d'autres qui changent. Comment est-ce que tu penses que ça va bouger? Qu'est-ce que tu vois si tu devais avoir une boule de cristal et imaginer le futur, il ressemblerait à quoi? Prometteur. Je pense que le COVID, je ne sais pas si on va être silence à cause que je dis COVID dans ton interview, là. Je pense que Non, ça non. a amené beaucoup de gens à réaliser qu'ils ont une expertise qu'ils peuvent donner à des gens puis créer une entreprise avec ça. Fait que je pense que du point de vue Ça va encore continuer à grossir, coach, ouais. consultant, Mmh. prestataire, oui, je pense que c'est les nouveaux professeurs. Fait que ça, je pense pas qu'on est sur une pente glissante. Je pense qu'on est sur une pente évolutive fortement. Ensuite, je pense que la disparité va être encore plus élevée entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Parce que, C'est sûr. à moins d'avoir un système comme, c'est pas pour preach pour ma paroisse, mais comme on l'enseigne, quelque chose qui est simple, ça va être davantage difficile de faire fonctionner des stratégies avec de la publicité parce que, comme tu le dis, elle devient de plus en plus difficile à tracker.
est difficile. Les coûts d'acquisition augmentent parce qu'il y a davantage de compétiteurs qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, mais Facebook s'en fout parce que ça reste un compétiteur. Donc, l'argent est là, le reach se fait splitter avec la pub. Je pense que les gens les personnes qui vont ouvrir ça le plus vont être les gens qui vont avoir, le plus de rétention avec leurs clients. Donc, d'être en mesure de avoir le client le plus longtemps possible. Donc, de lui donner assez de valeur pour qu'il reste et continue de travailler avec toi. On a la chance aujourd'hui que c'est notre cas. On a énormément de rétention avec nos clients. On a d'autres offres après qualité qui ne sont pas on the front-end, mais on a des offres en back-end. Puis, on a une énorme belle rétention. Forcément, si tu veux contrer le coût d'acquisition, il faut que tu sois en mesure de payer plus pour des clients. Donc, si ton client vaut plus, ça te permet de le faire. Donc, rétention client et, je vais le dire aussi, de plus en plus, les coachings et les formations de marde ne marcheront pas. Tu me suis? Dans très, très, très bientôt, là, tu l'as dit tantôt, la majorité des gens quittent s'ils n'ont pas un environnement et un écosystème de coaching. Je pense pas qu'il va jamais n'avoir de formation à vendre sans support, sans coaching, mais je pense que davantage des gens, ce qu'ils vont chercher, c'est de l'accompagnement parce que on le voit déjà. Le monde du web est assez conscient aujourd'hui. On sait c'est quoi des coachings, on sait tout ça. Le monde du B2C, moins. Mais il y a de plus en plus de monde qui cible le B2C en francophonie, donc forcément, ils vont comprendre davantage ce qu'ils ont besoin. Fait que je pense dans le futur. Ouais, le bullshit, Je pense que le bullshit ne marchera pas. Je pense que là, tu peux t'en sauver en ce moment, mais très bientôt, tu ne pourras pas t'en sauver parce que les gens vont faire +1 égale 2. Et aussi connecter avec les gens avant. Parce que les gens vont être davantage sceptiques. On le voit déjà, les gens sont de plus en plus sceptiques qu'ils l'étaient dans le passé. Donc, si tu crées des connexions avec eux avant, puis tu crées la confiance avant, mais la scepticide va s'enlever, là, le côté sceptique. No like trust. Ouais, exact. Sans le vouloir. vouloir. C'est tellement beau. Mais tu le ressens, tu le vis. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est quoi le rêve de gosse que tu as pu réaliser avec ton new job, new lifestyle, new money? Il y en a 3. Grosse maison, Mhm. la Lamborghini orange, Mhm. puis vivre en Floride. Vivre en Floride, d'accord, ok. Ouais. Qu'est-ce qui a vraiment changé en toi? C'est quoi la différence entre Joël de 2017-2018 et toi aujourd'hui? J'ai tellement l'impression que j'ai eu beaucoup d'expérience en 3 ans. Ça s'est tellement passé vite qu'en même temps, pour donner de la valeur à cette croissance-là rapide, il faut que je me dise que l'expérience que j'ai gagnée est énorme pour avoir atteint ça. Fait que j'ai vraiment l'impression, là j'ai une moustache qui date d'aujourd'hui, là, mais J'allais le dire, c'est la ma moustache. moustache s'est créée. J'ai vraiment, ça a été ça, man. Je pense que la différence entre le Joël de 2017-2018 et le Joël d'aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'expérience et de clarté sur c'est quoi la business. Comme je t'ai dit, je me suis transformé de marketeur en business coach, donc forcément, c'est vraiment pas les mêmes attitudes. Aujourd'hui, je sais qu'est-ce qui fait fonctionner une business versus quand j'étais marketeur, je savais juste qu'est-ce qui faisait fonctionner les yeux et non la business, comprendre l'humain derrière. Puis pour un point de vue un peu plus mental, spirituel, il est arrivé un moment où quand tu as autant de succès financier, l'argent n'est plus important pour tout le monde. J'ai appelé ça les bébelles tantôt. Mais initialement, je pense que tu veux ça puis tu as besoin d'aller chercher ça. Mais après un temps, tu réalises que what else? Tu me suis? Tout ce que tu as devient commun. Tu es habitué. La voiture que tu achètes, 3 semaines après, c'est la même voiture. J'ai encore du plaisir à conduire la mienne, mais ça reste que c'est pas ça qui va te fulfill. Je me fulfill dans la croissance. Qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que la croissance, c'est vraiment un moteur d'accomplissement pour moi. Puis d'avoir une vision. J'ai dû retravailler ma vision en 2021. Quand j'ai contemplé tout le succès que j'ai eu, puis j'ai commencé à m'acheter des trucs, il a fallu que je retravaille ma vision. Parce que, mon rêve, c'était de devenir le numéro 1, sinon dans le top 3, mettons, là, francophone business coach. M'acheter les voitures, déménager la maison, etc. Fait que quand tu as l'impression d'avoir atteint tous tes buts et tu n'en as pas d'autres, souvent tu vis une pente glissante. Fait que j'ai cette expérience-là aujourd'hui que je n'avais pas avant, qui était il y a quelque chose de plus que le financier et l'argent. Tu en as besoin, ça va continuer de grandir, mais c'est pas ça qui va continuer de t'alimenter. Là. Aujourd'hui, je suis pas motivé. On a quelque chose qu'on fait faire à nos clients qui s'appelle la Morning Formula, que je fais depuis le jour 1, puis qui est certainement une grande valeur ajoutée à pourquoi j'ai réussi d'atteindre ça. C'est de se conditionner en fait le matin de ce que tu veux pour ta vie, là, ta vision, etc. Un genre de mix de routine matinale, Tony Robbins et compagnie. Puis
au début, c'était le matériel. Aujourd'hui, je ne peux plus mettre de matériel sur cette morning form-là. Parce que je ne suis pas excité. Qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui? De ne pas avoir d'ambition du futur. J'ai une crainte de De plus avoir ne plus envie? avoir envie. Perte de drive. Ça m'a fait peur en 2021, ça. Ça fait quoi de devenir papa? C'est nice. J'ai été à 2 reprises, d'un sens, parce que j'ai rencontré Roxy quand le petit avait 3 mois, donc j'ai joué le rôle du beau-père, j'ai évolué aussi, son père est encore présent, en une belle relation, mais j'ai évolué à devoir être le figure paternelle. Après ça, je l'ai été à nouveau avec Aria. Ça donne une mission de plus, puis ça relativise ce qui est important également. Donc, Legacy fait plus partie de mon langage qu'il était avant. Avant, c'était plus qu'est-ce que moi je peux créer maintenant, qu'est-ce que je peux créer avec les gens qui m'entourent. C'est ce que ça a changé là. L'amour inconditionnel aussi d'un enfant. Là. Je pense que si tu parles ça comme entrepreneur, c'est un bénéfice énorme. Autant que ça peut peut-être être challengeant initialement, bâtir ta business avec ça, que si tu as un enfant, ça donne tellement un driver et une paix d'esprit importante que je pense qu'un entrepreneur a besoin. Là. À quel point ta blonde, elle est importante? C'est la personne la plus importante pour moi. Pas juste parce que je l'ai mariée. On est mariés aujourd'hui. Congrats! On est un magnifique complément. Tu sais, elle est un peu le contraire de moi, ma femme. Elle n'est pas drivée par la prévisibilité et les objectifs. Moi, j'aime la prévisibilité et les objectifs. Elle est plus go with the flow inbound. Moi, je suis plus go with the flow outbound. Fait qu'on est un bon mix comme couple. On s'aide énormément à se niveler vers le haut parce que ben, si je ne l'avais pas dans ma vie, je ne serais pas où je suis en ce moment. Je n'aurais pas le succès que j'ai en ce moment, loin de là. Pour la simple raison que je pense que pour atteindre ces résultats-là, tu dois avoir tu dois t'élever psychologiquement, tu dois t'élever spirituellement. Sinon, tu ne l'atteindras pas. Puis elle a été une grande source d'aide pour ça. Là. Perfect. Eh bien, écoute, 2 dernières petites questions pour toi. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? On le devient. Tu n'es pas entrepreneur, mais tu deviens à vouloir l'entrepreneuriat. C'est quoi ta définition d'une tribu? Oh, bonne question. Une tribu, c'est des gens similaires qui veulent quelque chose de similaire, qui veulent grandir ensemble. Merci beaucoup. C'était Joël Bilodeau sur le podcast Les Entrepreneurs 2.0. J'ai pris beaucoup de fun à partager avec toi. Félicitations pour ce que tu as réussi à accomplir sur le marché du coaching, du consulting. Félicitations pour l'énergie qui est partagée aujourd'hui. Je reçois vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup d'envie dans ce que tu fais. Ça fait plaisir. Très belle moustache. J'ai passé un bon moment. Est-ce qu'on a réussi notre challenge de faire la meilleure interview de Joël Bilodeau? Oh, what? Ouais, je pense que ça a été le meilleur parce que la dernière que j'ai fait, je suis pas la même personne. C'est cool. Et puis, on espère pouvoir suivre l'évolution de tout ça. C'est quoi le next big fucking mile que tu vas aller chercher? Est-ce que c'est un 3e enfant? Est-ce que c'est un 5e million? C'est quoi le prochain goal? Tu as parlé de projection tantôt, on devrait faire 4,5 cette année. Donc, on a une belle croissance. Le next big goal, il y a 2 trucs qui m'oscillent dans la tête. On a vraiment eu énormément d'impact pour le marché sous les 10 000 par mois. On a aidé plein de gens à atteindre les 100 000 et plus par mois, mais c'est des clients qui étaient déjà existants. J'ai envie de cibler le marché des gens plus avancés également, puis les accompagner avec le knowledge que j'ai puis l'expérience que j'ai. Puis il y a aussi l'anglais qui cogne à la porte. Donc, le marché anglophone fait aussi partie de mes ambitions. Mais là, j'y vais un pas à la fois. Donc, that's the next fucking big thing. J'adore le marché du coaching. Je sens que j'ai juste effleuré encore le marché, en fait. Donc, ça va être à regarder pour la suite. Eh ben, on va suivre tout ça. Joël Bilodeau sur les réseaux. Vous pouvez quand même aller le voir. Les guerriers du web, le fameux groupe Facebook dans lequel, eh bien, justement, il crée du like, du trust. Vous allez pouvoir retrouver des case studies, des témoignages de gens, des vidéos de formation, des partages de mood du quotidien. Je vous invite à y aller si vous êtes coach consultant, que ça vous intéresse d'aller suivre et de découvrir le travail de Joël, que ce soit pour espionner ses stratégies ou que ce soit pour apprendre et vous développer. Joël, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de t'avoir, de découvrir. Parfois, on est très cousins avec nos amis québécois et parfois on est tellement distants. Et ça fait du bien, c'est rafraîchissant aussi. Il y a vraiment une différence de culture, de mindset et parfois je pense que ça fait beaucoup, beaucoup de bien de secouer tout ça. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. Et puis on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Merci Enzo.
Merci à toi, merci à tout le monde. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast, laissez 5 étoiles. Cliquez sur le lien dans la description, rejoignez-nous dans la tribu, le meilleur business club du web. Et puis, love and see you next week. Ciao tout le monde.